J'ai appelé mon fils, comme d'habitude. Avant que la ligne ne se coupe, j'ai entendu sa femme dire quelque chose qui m'a glacé le sang. « Ne t'inquiète pas, les compléments alimentaires commencent à faire effet. » Je suis resté figé dans mon camion, le téléphone toujours à la main. Il n'avait pas réalisé que l'appel était encore connecté. À cet instant, j'ai compris que ma famille n'était pas aussi bienveillante que je l'avais toujours cru, et leur plus grande erreur fut de me croire trop faible pour réagir. Je vais maintenant élaborer un plan et leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Les mots crépitaient dans les haut-parleurs de mon camion, vifs et froids, tandis que la pluie de décembre frappait le pare-brise avant que la ligne ne soit censée se couper. Paul Dubois, un ingénieur civil à la retraite de 70 ans, qui avait passé 34 ans à concevoir les artères invisibles des systèmes d'eau de Lyon, était assis dans son camion, serrant un reçu pour des raccords de tuyauterie. Mon fils, Antoine Dubois, chef de projet de 39 ans, m'appelait tous les dimanches après-midi, comme une horloge. Il venait de raccrocher, du moins le croyait-il, mais le Bluetooth de ma Ford restait actif, connecté à un fantôme dans le grésillement. Est-il toujours dans le brouillard? La voix de Jasmine Dubois était comme un scalpel. Jasmine, la femme d'Antoine, 37 ans, était toujours la voix derrière le trône. Plus que d'habitude, répondit Antoine, sa voix étouffée, probablement en se déplaçant dans leur cuisine. Il a oublié le rendez-vous pour le service d'entretien de jardin 2 fois cette semaine. Jasmine ne manqua pas un battement. Bien, les usuriers n'attendent pas Antoine. S'ils ne signent pas le mandat de protection future avant le 15, ils viendront chercher la maison, notre maison. Nous avons besoin de ces 600 000 € et nous avons besoin qu'ils soient dociles. 600 000 €. Une dette aussi importante n'est pas une erreur. C'est une défaillance structurelle. Je suis resté paralysé alors que le vrombissement rythmique de la pluie sur le toit en aluminium du camion s'intensifiait. L'odeur des tapis de sol humides et du café froid est soudainement devenue suffocante. Je n'écoutais pas une crise familiale. J'écoutais un plan de démolition. Mon propre fils parlait de moi comme si j'étais une infrastructure défectueuse en cours de mise hors service. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un rythme irrégulier qui défiait la logique méthodique que j'avais suivie pendant 7 décennies. J'ai regardé le reçu cireux dans ma main. J'avais prévu de réparer une fuite au sous-sol, inquiet de l'intégrité de ma maison, alors que la véritable pourriture rongeait ma propre lignée. La réalisation m'a frappé avec la force d'une onde de choc hydraulique. Les moments de sénilité, les pensées éparses, la façon dont j'avais commencé à perdre mes clés dans le réfrigérateur. Ce n'était pas l'érosion inévitable de l'âge, c'était fabriqué. En 34 ans d'ingénierie, j'avais vu du béton s'effriter et de l'acier se briser. Mais je n'avais jamais vu une fondation pourrir de l'intérieur comme ça. Je ne perds pas la tête, ai-je murmuré à l'habitacle vide, ma voix rauque et tremblante d'une colère contenue que je n'avais pas ressentie depuis des années. On me démantèle. J'ai commencé à passer en revue les données des 6 derniers mois. Les maux de tête commençaient toujours 1 heure après le petit déjeuner. La vision floue coïncidait avec mon thé de l'après-midi. J'ai tendu la main et touché le porte-gobelet où une bouteille à moitié vide de compléments alimentaires pour la mémoire était nichée dans le plastique. Jasmine les avait envoyés. Elle insistait sur le fait qu'il s'agissait de compléments haut de gamme pour la longévité cognitive, un cadeau pour me garder alerte. J'ai repensé au goût fantôme, amer et métallique qui avait persisté sur ma langue ce matin. Ce n'était pas de la santé en flacon. C'était de la scopolamine ou un autre agent chimique conçu pour me maintenir dans un état de brouillard suggestible. Il n'attendait pas que je m'éteigne. Il tirait activement les leviers pour éteindre les lumières. J'ai regardé les capsules, ma main tremblante, réalisant que le poison n'était pas seulement dans le grésillement, il était dans mon placard de cuisine. Je n'ai même pas enlevé mon manteau avant d'être devant le comptoir de la cuisine, fixant la bouteille ambrée translucide de compléments alimentaires comme s'il s'agissait d'une bombe non explosée.
Le cliquetis clinique des pilules contre le plastique résonnait dans le silence de ma maison, une demeure que j'avais méticuleusement restaurée de mes propres mains. La maison sentait le vieux cèdre et le léger parfum persistant de ma défunte épouse dans le couloir. Une odeur qui d'habitude me réconfortait, mais qui maintenant me semblait une accusation de ma propre cécité. J'ai fouillé dans le tiroir fourre-tout en sortant un registre caché que je tenais pour des raisons fiscales. Mais mon attention s'est portée sur un petit reçu d'expédition froissé, glissé au fond. C'était un registre de médicaments que Jasmine avait signé pendant que je faisais soi-disant la sieste. Elle n'envoyait pas seulement des vitamines. Elle interceptait mes ordonnances de tension et de cholestérol, remplaçant leur contenu par ces capsules bleues et blanches. Ma propre belle-fille avait systématiquement démantelé ma défense médicale, transformant ma pharmacie en arme contre moi. « Entrée mène à sortie », ai-je murmuré, ma voix résonnant contre le carrelage blanc. En tant qu'ingénieur civil, je comprenais les systèmes. Introduisez un contaminant dans un circuit fermé et la structure entière finit par céder. Assise à la table de cuisine, le tic-tac de l'horloge du salon martelait chaque seconde. J'ai commencé à retracer les dates. La première livraison en juin et 14 jours plus tard, ma première erreur majeure sur l'autoroute. Les instructions de dosage manuscrites sur le couvercle étaient précisément calibrées pour intensifier le brouillard, au moment même où les documents pour le mandat de protection future étaient rédigés. Combien de fois avais-je avalé cette capsule bleue et blanche avec un sourire, remerciant ma belle-fille pour son attention alors qu'elle me lobotomisait. Cette pensée fit monter le goût cuivré et piquant de l'adrénaline dans ma bouche. Je me suis levé, les articulations raides, et j'ai commencé un examen méthodique de la pièce. « Vous croyez que je suis trop vieux pour voir les conduits ?» ai-je murmuré. Je connaissais chaque recoin de cette maison, chaque passage de fil, chaque ombre naturelle. J'ai traversé la cuisine vers le salon, cherchant les points de tension. Un ingénieur à la retraite ne cherche pas une caméra cachée. Il cherche les anomalies dans l'infrastructure. J'ai remarqué une fracture minime dans la poussière au-dessus de la bibliothèque. Il ne voulait pas seulement mon argent, il voulait mon silence. Mon regard s'est posé sur une tasse décorative, meilleure papy du monde. Un cadeau d'Antoine et Jasmine Dubois du Noël dernier. Elle trônait sur une étagère haute, inclinée vers le centre de la cuisine. J'ai tendu la main, ferme malgré la fureur glaciale qui vibrait en moi, et l'ai saisie. La céramique froide et lisse semblait anormalement lourde. Je l'ai retournée, scrutant la base creuse où le tampon du fabricant aurait dû se trouver. À la place, j'ai découvert une lentille sténopée et un microphone à haute sensibilité, sa minuscule LED clignotant d'un ambre silencieux et arythmique. Il était actif, transmettant mon souffle lourd et le léger frottement de mes chaussures sur le parquet. J'ai fixé la base creuse de la tasse, mon reflet déformé dans la glaçure, et j'ai réalisé qu'à cet instant précis, il n'attendait pas seulement mon échec. Il m'écoutait le comprendre. J'ai poussé un long soupir théâtral, le genre de son lourd et confus qu'un vieil homme émet lorsqu'il perd le fil de ses pensées. C'était une performance, un masque de fragilité que j'ai enfilé, debout dans ma propre cuisine, fixant la tasse en porcelaine. Je savais qu'ils écoutaient. Le microphone à haute sensibilité dissimulé dans la base était une touche professionnelle. Mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué la faible lumière ambrée clignotante à travers une fente microscopique dans la céramique. Ce n'était pas un simple enregistreur, c'était un appareil intelligent, connecté à mon Wi-Fi domestique, le réseau même qu'Antoine avait insisté pour améliorer il y a 3 mois afin de me garder connecté. La trahison pesait comme un fardeau physique, froid et déchiqueté. J'ai commencé à me déplacer, traînant les pieds avec une absence délibérée de but. Où étais-je déjà? Le tiroir ou le comptoir? Ai-je demandé à l'air vide, ma voix tremblant juste assez pour satisfaire un auditeur. J'ai ouvert le tiroir fourre-tout, fouillé parmi les clés et les piles,
puis les refermer d'un clic sec avant de le rouvrir 10 secondes plus tard. Je voulais qu'ils entendent le son d'un esprit qui s'effiloche, une défaillance structurelle en cours. Alors que je jouais le rôle du père sénile, mes pensées ont dérivé vers ma défunte épouse, Patricia. Elle avait toujours été la plus perspicace d'entre nous, une femme qui observait les gens comme je scrutais les treillis de pont, cherchant les points de défaillance invisibles. « Elle ne fait rien sans plan », le fantôme de Patricia a murmuré dans mon esprit. Elle parlait de Jasmine, bien sûr. À l'époque, j'avais rejeté ces avertissements comme du cynisme, le produit d'une vie passée à naviguer dans les champs de mines sociaux. Maintenant, le silence de la maison résonnait comme une accusation. Le chagrin est comme une fuite lente dans une conduite sous pression. On ne remarque la baisse de capacité que lorsque tout le système est bloqué. Pendant des mois, j'avais laissé mon deuil m'aveugler sur l'érosion de ma propre sécurité. Je suis resté là, le goût âcre et froid du café au fond de la gorge, réalisant que mon chagrin avait été leur plus grande arme. J'ai éteint la lumière de la cuisine et me suis retiré dans mon bureau, hors de portée immédiate du micro de la tasse. L'air y était différent, portant le parfum persistant de lavande éventée et de vieux papier. Le bureau était mon sanctuaire, l'endroit où j'avais conçu l'infrastructure de cette ville. J'ai contemplé le bois sombre du bureau en acajou et les rangées de manuels techniques. Ayant passé ma vie à gérer des millions de litres d'eau, je savais que la plus petite fissure était la plus dangereuse. J'avais construit des systèmes pour résister aux inondations. Pensait-il que je ne pouvais pas gérer une fuite dans mon propre sous-sol ? Le bourdonnement du routeur Wi-Fi dans le coin semblait plus fort, un battement de cœur numérique pour les espions de ma vie. Dans le tiroir inférieur du vieux bureau à cylindre de Patricia, mes doigts ont effleuré une feuille de papier jaunie, une note que je n'avais jamais vue. Elle était datée de quelques semaines avant son accident. Son écriture élégante, presque frénétique, disait « Paul, s'il m'arrive quelque chose, ne donne pas à Antoine les clés de la maison. Ne te fie pas à l'aide qu'il propose. » Assise au bureau où j'avais conçu le système de dérivation des eaux usées de Lyon, j'ai pris une feuille de papier à dessin et y ai inscrit « Projet du bois, démantèlement structurel ». Dans le couloir à l'étage, loin du micro dissimulé dans la tasse de la cuisine, j'ai observé l'aube éclairer le pavé mouillé. Tandis que je composais le numéro de la seule personne qui détestait Jasmine Dubois plus que moi, l'odeur du cèdre lavé par la pluie apaisait la colère contenue en moi. J'ai écouté le bip électronique rythmique du téléphone portable, un son qui ressemblait à une impulsion sonore, cherchant un terrain solide dans une caverne qui s'effondrait. Ma belle-sœur Cora Hayes, bibliothécaire à la retraite de 71 ans, était le système d'alerte précoce de la famille, capable de déceler un mensonge dans une note de bas de page à distance. Quand elle a enfin décroché, sa voix lointaine semblait traverser des décennies d'histoire partagée. « Paul, tu as l'air différent, » dit-elle après un silence. « Plus comme ton ancien toi, pas le fantôme chuchotant que j'ai entendu dernièrement. » J'ai appuyé le verre froid de la fenêtre contre mon front. « Je suis de retour, Cora, » lui dis-je, ma voix ferme. « Mais je dois savoir ce qui s'est passé pendant mon absence. » Elle n'a pas perdu de temps. Cora a révélé qu'Antoine avait déjà consulté un notaire local pour discuter de mon état prétendument déclinant. « Antoine m'a appelé il y a 2 semaines, » dit-elle. « Il s'informait de ton jugement. Il a utilisé le mot « capacité ». Capacité, un mot de 6 lettres qui peut transformer un homme en pupille de l'État avant que son café ne refroidisse. J'ai senti le goût amer de l'adrénaline. C'était le terme technique pour le coup fatal, l'échafaudage légal nécessaire pour établir une tutelle. J'ai compris qu'Antoine n'attendait pas seulement que je m'éteigne. Il préparait activement les documents pour m'enterrer vivant. Il a présenté ça comme de l'inquiétude, bien sûr, a poursuivi Cora, sa voix s'aiguisant. Mais j'ai passé 40 ans en bibliothèque. Je sais quand quelqu'un cherche un chapitre précis pour justifier une mauvaise fin. Il cherchait des témoignages, me demandant si j'avais remarqué un comportement inhabituel ou des oublis.
J'ai resserré ma prise sur le téléphone. Depuis combien de temps empoisonnait-il le puits de ma réputation ? Avant de raccrocher, je lui ai demandé de garder notre conversation secrète, expliquant que je devais rester un fantôme encore un peu. L'intégrité structurelle de ma vie dépendait de leur conviction que l'effondrement était toujours en cours. Mais Cora avait un autre détail, qui tordit davantage le couteau dans mes côtes. Jasmine racontait au reste de la famille que je les appelais sans cesse mendiants de l'argent déjà reçu. C'était une couche d'érosion supplémentaire, garantissant que si je cherchais de l'aide, mes mains ne trouveraient que des portes closes. Ma propre famille était dressée à me voir comme un fardeau, un mendiant sénile. « Paul, il y a encore une chose », murmura Cora, comme un secret franchissant un seuil interdit. « Antoine n'était pas seul quand il m'a rendu visite. Il était accompagné d'une femme, pas Jasmine, qui prenait des notes chaque fois que je mentionnais ta maison. » Sans attendre de digérer le froid que Cora m'avait laissé dans les os, j'ai tapé le nom de Clive Ostrander sur mon écran. Clive, mon conseiller financier depuis 30 ans, vivait par la décimale et possédait une loyauté aussi rare que les stylos-plumes anciens qu'il collectionnait. Alors que l'appel se connectait, j'ai vu mon reflet tremblant dans le miroir du couloir. Je ressemblais à un homme ayant vieilli de 10 ans en une nuit, mais mes yeux restaient fermes. « Clive, dis-je, sans les habituelles politesses sur nos parties de golf, écoute-moi attentivement. Quelqu'un avait-il appelé au sujet de mon statut de bénéficiaire ces dernières 72 heures ? Après une brève pause, j'entendis le froissement de papier. « En fait, Paul, oui, répondit-il, sa voix se serrant d'une prudence professionnelle. Une femme, maître Sylvia Dupont, d'un cabinet inconnu. Elle prétendait agir au nom de l'équipe de transition familiale. Mon pouls s'accéléra. Clive précisa que cette consultante connaissait la date exacte de l'accident de voiture de Patricia, un détail que j'avais gardé secret, même de mon cercle intime. Le goût froid et métallique de la peur s'installa au fond de ma gorge. Elle ne devinait pas, elle avait été informée de données intimes. Clive expliqua qu'elle avait demandé un audit complet de mes comptes, s'informant spécifiquement sur l'évitement des successions et mon portefeuille de 5,8 millions d'euros. Un portefeuille de 5,8 millions d'euros est un barrage à haute pression. Une seule fissure dans la sécurité et toute la vallée risque d'être emportée. Je sentis le poids de cette eau pressée contre mes côtes. Clive lâcha ensuite la véritable bombe. La consultante ne se contentait pas de pêcher des informations. Elle avait envoyé par email un mandat de protection future temporaire pour tenter de réinitialiser mes identifiants d'accès en ligne. La signature était une imitation décente, Paul, dit Clive, mais il manquait la pression fluide naturelle que tu appliques habituellement à la queue du L. J'ai refusé d'autoriser le changement sans un appel direct de ta part. Je m'appuyai contre le mur, l'odeur de poussière et de vieux bois de l'étage silencieux emplissant mes sens, tandis que le battement sourd et rythmique de mon cœur résonnait à mes oreilles. Ils n'attendaient pas seulement ma mort, ils essayaient de m'effacer alors que je respirais encore. Je réalisais alors que le brouillard que Jasmine provoquait avec ses compléments alimentaires avait un double but. Il ne s'agissait pas seulement de me rendre docile. C'était pour s'assurer que lorsque Clive appellerait pour vérifier le changement, je serais trop incohérent pour me souvenir de la conversation ou m'opposer à l'intrusion. « Clive, verrouille tout », ordonnai-je, ma voix retrouvant son calme méthodique et analytique. « Chaque centime. Je veux une authentification à 2 facteurs sur un nouvel appareil que je n'ai pas encore acheté. Je serai bientôt à ton bureau. » Mais Clive n'avait pas fini. Il m'informa que son équipe de sécurité avait tracé l'adresse IP utilisée pour tenter la réinitialisation du mot de passe. Elle était enregistrée auprès d'une entreprise de construction locale, la même où Antoine est chef de projet senior. Mon propre fils utilisait l'ordinateur de son bureau pour me voler. La voix de Clive devint sombre. Elle n'avait pas seulement posé des questions sur les investissements,
Elle avait demandé si le titre de ma maison était détenu de manière à permettre un prêt garanti d'urgence. J'étalais les plans architecturaux de ma propriété sur la table de cuisine en chêne, utilisant la lourde bouteille de compléments alimentaires comme presse-papier pour empêcher les bords de se recourber. Le poids froid et lourd de la table en chêne sous mes avant-bras manquera alors que je travaillais tard dans la nuit. Je n'étais plus seulement un père. J'étais un auditeur médico-légal examinant une structure au bord de l'effondrement total. Je découvris dans mes propres dossiers une série de déclarations de dons que je n'avais aucun souvenir d'avoir signées, totalisant 150 000 € sur les 6 derniers mois. La falsification était experte, mais le timing bâclé. Mon stylo crissa sur un bloc-notes jaune, le son strident dans le silence de la cuisine sombre. La lumière bleue clinique de l'écran de mon ordinateur portable éclairait le fil de la déchéance financière d'Antoine. Les chiffres ne mentent pas, Antoine. Ils révèlent juste les fissures que tu as tenté de masquer. Je recoupais le chiffre de 600 000 € que j'avais entendu sur le parking avec la pression agressive pour un prêt garanti d'urgence que Clive avait mentionné. Tout était là sur le papier. 600 000 € de dette et un héritage de 7 millions d'euros comme seule garantie. Mon fils n'avait pas seulement perdu de l'argent, il avait emprunté contre un avenir qu'il supposait déjà sien, vendant les briques de ma vie pour payer ses propres défaillances structurelles. En ingénierie hydraulique, on appelle cela un coup de bélier, une surtension soudaine qui rompt les tuyaux faute d'échappatoire pour la pression. Antoine est le marteau et je suis le tuyau, mais j'ai passé ma vie à gérer la pression. Je saisis l'enregistreur numérique que j'avais utilisé sur le parking, écoutant l'audio via mes écouteurs. La phrase « Elle n'a aucune idée que nous avons tout enregistré » tournait en boucle dans mes oreilles. Je me penchai en arrière, la légère odeur métallique de la bouteille de vitamine me parvenant. Jasmine était dans la pièce quand cela a été dit. Elle ne pouvait donc pas être le sujet. Je retournai le problème dans mon esprit jusqu'à ce que les rouages s'emboîtent. C'est Cora. Antoine avait dû lui rendre visite, jouant le rôle du neveu inquiet pour enregistrer sa loyale défense de Patricia. Il avait utilisé sa loyauté envers ma défunte épouse pour me tendre un piège, déformant probablement ses mots pour faire croire qu'elle confirmait ma confusion. Le projet de déconstruction structurelle d'Antoine n'était plus un simple plan, mais une nécessité. Je dévissai le bouchon de la bouteille de compléments alimentaires et versai une capsule dans ma paume. Je me méfiais de la scopolamine, mais sous la lumière de la lampe de bureau, je découvris autre chose. J'écrasai la pilule avec la base d'un verre. La poudre blanche contenait de minuscules billes très concentrées d'un colorant traceur. Une signature chimique conçue pour rendre l'utilisateur visiblement ictérique ou malade lors d'examens médicaux prouvant une défaillance hépatique ou un déclin systémique général. Je constatai la teinte jaunâtre de ma peau et de mes ongles, puis reportai mon regard sur la bouteille. La preuve physique de ma détérioration s'inscrivait déjà dans ma propre biologie. Je gardais mes gants en cuir sombre dans le bureau de Janet Cook, dissimulant la jaunisse de mes mains en attendant qu'elle m'explique comment un homme pouvait perdre le droit à sa propre vie. L'air du matin à Lyon était lourd de pluie, mais à l'intérieur de l'immeuble de 10 étages, l'odeur de cire de luxe et d'espresso dominait. Mon avocate, Janet Cook, spécialiste en droit des successions, ne perdit pas de temps en condoléances. Je lui exposai les plans de ma ruine, l'enregistrement, les capsules de compléments alimentaires contenant de la scopolamine et les requêtes bancaires suspectes signalées par Clive. Janet écouta avec une froideur clinique, ses yeux se plissant en examinant les déclarations de dons que j'avais trouvées. Elle les identifia aussitôt comme des preuves juridiques précalculées, destinées à établir un schéma d'irresponsabilité financière. Puis elle porta le premier coup. Une requête en mandat de protection future d'urgence a déjà été rédigée et enregistrée dans le système de dépôt numérique du tribunal local, Paul, dit-elle, la voix plus grave. Elle n'a pas encore été soumise, mais la mèche est allumée. Janet,
Il ne se contente pas de voler, il peigne le portrait d'un homme incapable de tenir un pinceau. C'est ce qu'on appelle une requête coordonnée en mandat de protection future, Paul. Et en France, c'est une guillotine légale. Une requête juridique est comme un mur de soutènement. Quand les fissures apparaissent en surface, la terre derrière a déjà bougé de 1000 tonnes. Mon fils utilisait ma propre biologie contre moi. Janet expliqua qu'en employant le colorant traceur pour simuler la jaunisse et la scopolamine pour induire la confusion, Antoine créait un historique médical qui satisferait tout expert judiciaire. Elle me prévint que toute confrontation directe serait un désastre. Si vous criez, vous êtes agressif. Si vous pleurez, vous êtes fragile. Si vous vous cachez, vous êtes paranoïaque. Ils ont construit une cage où chaque sortie est un piège. Si je le combattais maintenant, il déclencherait un contrôle d'urgence, utilisant ma réaction comme preuve supplémentaire d'instabilité. L'acte même de défendre ma lucidité deviendrait la principale preuve pour me la retirer. Le trafic étouffé du centre-ville de Lyon bourdonnait 10 étages plus bas, un monde lointain de la guerre silencieuse menée dans cette pièce. Nous ne combattons pas cela avec la colère, Paul, nous le combattons avec l'architecture. J'entendis le froissement sec du papier sur son bureau en acajou alors qu'elle me montrait la suite. Janet avait enquêté sur le notaire qu'Antoine avait consulté, l'identifiant comme un homme qu'elle avait déjà investigué pour avoir validé des procurations de santé frauduleuses pour d'autres victimes de maître Sylvia Dupont. C'était une industrie du vol et j'étais le dernier projet. Ma mâchoire se serra en voyant le filigrane d'urgence temporaire sur le projet juridique. Paul, regardez la signature sur ce projet de requête, dit Janet en me tendant une impression. Ce n'était pas Antoine qui l'avait signé, mais un professionnel de santé agissant comme signalant obligatoire. Je dépassai mon camion garé de 3 pâtés de maison, puis fis demi-tour à travers un café bondé pour m'assurer que personne ne suivait mes mouvements vers la ruelle où j'avais l'intention d'acheter un enregistreur numérique. L'air froid de Lyon mordait mon visage, mais j'accueillais cette vivacité. Elle m'empêchait de repenser à la signature que Janet m'avait montrée. J'atteignis l'entrée latérale d'un magasin d'électronique haut de gamme sur l'avenue Jasper, un lieu qui sentait l'ozone et le flux de soudure. Mon téléphone vibra dans ma poche, émettant un bip rythmé et aigu. Je le sortis et sentis mon estomac se nouer, une alerte, localiser mon appareil, clignoter à l'écran, une notification que je n'avais jamais activée. L'appareil suivait déjà ma position en temps réel, mes coordonnées se déplaçant sur la carte de la ville comme un curseur sur un plan. Je ne le désactivais pas, disparaître maintenant serait un signal d'intention. Je m'enfonçai dans le magasin vers l'équipement professionnel. Je choisis un enregistreur numérique conçu pour les entretiens sur le terrain, un appareil fin en aluminium brossé discret et doté de 40 heures d'autonomie. Sa texture froide me rassurait. « A-t-il un gain automatique pour les chuchotements ?» demandai-je au vendeur, la voix basse. Il me regarda, puis l'argent que je sortais. « Il captera un battement de cœur dans une bibliothèque, monsieur, » répondit-il. Je payai en espèces, le contact sec des billets, un réconfort familier de mes années de gestion de contrats municipaux. Je quittai le magasin par un chemin détourné vers mon camion, mon esprit déjà concentré sur les tests de l'appareil. Dans l'habitacle, je m'assis un instant, observant la petite lumière rouge d'enregistrement dans le rétroviseur. Je glissai l'enregistreur dans ma poche et commençai. Test 1, 2. C'est la boîte noire de la défaillance du bois. Entrée, tromperie. Sortie, preuve. Je récitais les spécifications techniques du système de réservoir de Lyon, les chiffres familiers des débits et des gradients de pression pour ancrer mes pensées. Je voulais entendre comment le froissement de ma chemise, mes propres mouvements, pourraient masquer les voix de ceux qui cherchaient à démanteler ma vie. J'arrêtai l'enregistrement et le relus. La clarté était effrayante, mais sous ma voix, l'enregistreur captait autre chose.
Une faible impulsion haute fréquence, un gazouillis électronique rythmique provenant du tableau de bord. Mes mains explorèrent les interstices du tableau de bord. Je localisai la source sous le volant, dans la boîte à fusibles. Je réalisai que je n'étais pas seulement écouté dans ma cuisine. Mes moindres mouvements étaient diffusés à un récepteur inconnu. La peur, une vibration que je ne ressentais d'ordinaire que dans les câbles de pont par grand vent, me traversait désormais jusqu'à la moelle. J'avais abandonné mon camion 3 pâtés de maison plus loin, dans un parking bondé, espérant que la masse de métal et de verre brouillerait le signal. L'air de la place de Lyon sentait le café torréfié et les gaz d'échappement, contrastant avec le vent glacial. Je pressais le téléphone froid contre mon oreille, observant une mère pousser une poussette, une image de sécurité familiale qui me semblait une moquerie. Ma fille aînée, Léanie Dubois, chercheuse en santé publique à Paris, avec l'acier de sa mère et mon amour des données, fut la première à déceler les fissures que je tentais de cacher. Quand elle répondit, sa voix portait une légère compression numérique. Je ne perdis pas de temps, décrivant l'impulsion haute fréquence dans mon camion et le colorant chimique des compléments alimentaires. Léanie se tut, puis j'entendis son souffle coupé. « Papa ne prend plus ces pilules », avertit-elle. « La scopolamine à faible dose provoque exactement le brouillard que tu décris. C'est un outil courant dans les situations d'abus de faiblesse. » Puis elle lâcha la première bombe. Antoine m'a appelé en septembre. Il semblait se noyer, demandant un prêt de 75 000 €. Il a dit que tu avais déjà une démence précoce et que je devais payer pour protéger ton patrimoine. Il a utilisé ta santé comme levier pour me culpabiliser et couvrir ses échecs. Pour lui, c'était une bouée de sauvetage. Pour moi, le prix du silence de ma fille aînée. La révélation me frappa plus fort que le vent glacial. J'étais pour lui un projet à liquider. Léanie continua, sa voix prenant le ton clinique qu'elle utilisait pour ses revues. Le projet de construction d'Antoine à Marseille était en redressement judiciaire depuis des mois. Il ne cherchait pas seulement un prêt, il me traquait. Comment concilier le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo avec l'homme qui évaluait ma vie en taux d'usurier? Je n'eus pas de réponse. Léanie n'attendit pas. « Je prends le vol de nuit, papa. Nous ne protégeons pas seulement le patrimoine, nous effectuons un sauvetage structurel. » Elle me dit de rentrer, d'agir normalement pour les micros et de l'attendre. Elle avait une collègue au FBI, spécialisée dans la fraude sanitaire, qui cherchait depuis des mois à coincer maître Sylvia Dupont. Nous ne réagissions plus, nous coordonnions. Je la mis en garde. Il surveillerait peut-être l'aéroport s'il me traquait d'aussi près. « Papa, encore une chose. » La voix de Léanie se durcit, devenant mortelle. J'ai vérifié le profil professionnel d'Antoine en ligne. Il venait de se déclarer administrateur fiduciaire du Trust familial Dubois, avec une date d'entrée antidatée à octobre. Je fixais les pavés, réalisant que la prise de contrôle légale n'était pas une simple menace. Pour lui, c'était déjà un monument achevé. Je me tenais près des tapis à bagages de l'aéroport international de Lyon, les épaules délibérément affaissées, jouant le rôle d'un homme dont l'esprit vacillait, tandis que mes yeux scrutaient chaque visage à la recherche de la femme mystérieuse décrite par Cora. L'odeur de kérosène et de viennoiserie, trop chère, planait, un parfum qui annonçait d'ordinaire les vacances, mais qui me semblait le prélude à une extraction tactique. J'ajustais mon expression vide, fixant le tapis roulant avec une intensité vitreuse. Léanie m'avait révélé ne pas être seule. Une amie détective privée la suivait depuis l'aéroport pour confirmer si Antoine avait engagé un observateur physique pour surveiller la maison ou mes mouvements. Quand elle apparut enfin, traversant les portes coulissantes avec une efficacité tranquille, je ressentis une vague de soulagement que je dus vite réprimer. Nous jouâmes notre réunion pour les caméras invisibles. Je laissai mes mains trembler légèrement en la rejoignant. « Tu as l'air fatigué, papa. As-tu pris tes compléments alimentaires aujourd'hui ?» demanda-t-elle à voix haute,
sa voix portée pour les oreilles indiscrètes du terminal bondé. J'offris un marmonnement vague et évasif en l'embrassant. « Le téléphone jetable est dans mon sac. Ne le regarde pas avant d'être à la maison », murmura-t-elle à mon oreille, sa prise ferme et rassurante. Elle prit les clés du camion, jouant le rôle de la fille dévouée et inquiète, prenant en charge son père défaillant. Je m'assis sur le siège passager, fixant le pavé mouillé du parking de l'aéroport, maintenant la façade intacte. Même seul dans la cabine, je savais que l'émetteur dans la boîte à fusibles diffusait chacun de nos mouvements. Nous arrivâmes à la maison sous un ciel gris et lourd. Une fois à l'intérieur, nous traversâmes la cuisine en simulant une conversation sur les arrangements funéraires d'un ami imaginaire pour faire croire aux auditeurs que nous étions distraits par les tâches banales du deuil. Je ralentis mes mouvements jusqu'à la porte du sous-sol. Je fis glisser le verrou avec un clic métallique sec, comme une déclaration de guerre. Nous descendîmes dans mon atelier blindé, une pièce que j'avais construite des années auparavant, avec des murs doublés de plomb pour calibrer des équipements sensibles. Le poids froid et lourd de la porte nous coupa du monde, nous laissant dans un silence étouffé et résonnant. « C'est une pièce propre, Léanie. Les signaux ne passeront pas le blindage. » Ma posture se redressa instantanément, l'ingénieur analytique refaisant surface. Antoine ne volait pas seulement mon argent. Il pillait mon avenir alors que j'étais encore debout. Léanie s'assit à l'établi. La lueur bleue et vacillante de l'écran de son ordinateur portable se reflétait dans ses yeux, tandis qu'elle commençait à me montrer la piste numérique. « Antoine n'avait pas seulement antidaté le trust. Il utilisait ton numéro de sécurité sociale pour ouvrir des comptes offshore. » Elle produisit une copie du document de trust antidaté. Je regardais les bords irréguliers de ma propre signature de 2012 sur ce document frauduleux, réalisant qu'il s'agissait d'une signature originale, découpée et collée d'un ancien document sur cette nouvelle fraude. Puis Léanie frappa une touche sur son ordinateur, révélant un flux GPS en direct. La voiture d'Antoine tournait déjà sur Canyon Road. Le gravier crissa dehors comme des os broyés dans un mortier, un son qui annonçait d'ordinaire un retour chaleureux, mais qui ressemblait maintenant à l'approche lente d'un prédateur. Je regardais les moniteurs dans la pénombre de l'atelier, l'odeur de béton humide et d'électronique chaude emplissant l'air. Léanie ne leva même pas les yeux de son écran en murmurant « Reste discret, papa. Il est là, mais c'est déjà un fantôme dans le système. » Je forçais ma respiration à rester rythmique et superficielle, maintenant le calme analytique qui avait défini ma carrière d'ingénieur. À l'étage, les portes du SUV d'Antoine claquèrent. Les doigts de Léanie dansèrent sur son clavier, contournant les couches de sécurité avec une efficacité froide qui me fit réaliser que je n'étais pas le seul de la famille à savoir démonter une machine. Elle afficha une série de fichiers archivés. Léanie, le visage éclairé par la lueur bleue de l'écran, murmura d'une voix tremblante « Ce n'est pas une doctoresse, papa, c'est une charognarde professionnelle. » Nous fixions une vieille photo d'identité de maître Sylvia Dupont. L'image montrait une version plus jeune et plus dure du visage qui m'avait souri avec sympathie pendant des semaines. Elle n'était pas médecin, mais une ancienne assistante sociale déchue, avec une série de sociétés écrans dissoutes. Léanie désigna une liste de victimes précédentes. Elle cible les patrimoines de fonctionnaires ou d'ingénieurs, des gens qui font confiance au système. Le goût amer de la bile me monta à la gorge. Quelle part de l'amour de mon fils était réelle, et quelle part n'était que le lubrifiant que Jasmine utilisait pour faire tourner les rouages de son avidité. Léanie ouvrit un répertoire caché et trouva une publication supprimée datant de 5 ans. Une photo de Jasmine et maître Sylvia Dupont dans un complexe de jeux de luxe, riant, flûte de champagne à la main. Le lien était indéniable. Jasmine n'avait pas trouvé cette femme, elle l'avait recrutée. Elles étaient partenaires dans un projet à long terme où je n'étais rien de plus que le gain final. Mon fils était le système de livraison,
mais sa femme était l'architecte du poison. « Nous allons à Lyon, dis-je, ma voix rauque. S'ils veulent que je signe ma vie, je veux que l'enregistreur numérique capture l'instant précis où ils réaliseront que je les ai surpassés en ingéniosité. Une charognarde ne tue pas. Elle attend juste que vous cessiez de bouger. Je n'allais pas cesser de bouger. » Je surveillais le flux de sécurité de l'étage alors qu'Antoine entrait. Il n'était pas seul, ni les mains vides. Il portait un épais dossier en cuir. Tandis qu'il ajustait sa cravate, le moniteur du sous-sol zooma sur la première page. Un bloc de signatures prénotariées, déjà tamponnées et datées. Ils avaient corrompu un notaire pour vérifier ma signature avant même que je n'aie vu les documents. Ils n'allaient même pas attendre que l'encre sèche avant de réclamer le patrimoine. À l'étage, la lourde porte d'entrée en chêne s'ouvrit avec un gémissement. La voix d'Antoine résonna dans le couloir vide. « Papa, j'ai les nouveaux documents qu'il te fallait. Prêt à simplifier les choses ?» Je me frottais les yeux jusqu'à ce qu'ils soient injectés de sang. Je montais les escaliers du sous-sol pour retrouver le fils qui plantait un pieu dans les fondations de ma vie. Les marches semblaient plus raides, un parcours d'obstacles pour tester mon engagement dans cette mascarade. En atteignant le couloir, je vis Antoine près de la cuisine, sa posture rigide. Il tapotait son téléphone avec une intensité frôlant la manie. Je le vis glisser son pouce sur l'écran et un petit voyant sur le panneau mural passa du vert au sombre. Il venait de désactiver le système de sécurité de la maison. Pas seulement l'alarme, mais aussi les caméras de détection de mouvement que j'avais calibrées. Il préparait la scène pour ma disparition. « Antoine, c'est déjà dimanche ?» demandai-je, ma voix mince. Je croyais avoir plus de raccords de tuyauterie à acheter. Il se retourna, l'irritation vite masquée. « C'est vendredi, papa, nous en avons parlé. Léanie est là aussi, tu te souviens? Nous allons tout simplifier. » Il jeta un coup d'œil à la tasse de grand-père, vérifiant l'angle de la lentille cachée. Léanie entra, son sac serré, offrant un sourire forcé. « Nous sommes tous prêts, installons papa dans le camion. » Antoine insista pour conduire mon lourd pick-up, prétextant ma fatigue pour le trafic autoroutier. Je montai sur le siège passager, l'odeur de son parfum nerveux emplissant l'habitacle. Sur l'autoroute vers le nord, la pression montait, sans retour possible. Le vrombissement des pneus rythmait mon anxiété. Je gardais ma main dans ma poche, sentant l'enregistreur numérique. Chaque regard d'Antoine dans le rétroviseur me faisait me sentir un spécimen sous un microscope. La silhouette grise de Lyon se dessinait à l'horizon. « Le trafic est dense pour un vendredi, n'est-ce pas, Antoine ?» murmurai-je, fixant le Rhône alors que nous le traversions. « Reste détendu, papa. Nous y sommes presque. Jasmine nous attend pour le dîner. » Ce trajet, autrefois synonyme de moment important, s'achevait par l'exécution clinique de mon autonomie. Antoine prit une sortie inattendue en centre-ville, gara le pick-up sur le parking d'un immeuble quelconque. Le moteur tourné, il devait récupérer un document pour la réunion du lendemain. À travers la vitre teintée, je le vis ressortir quelques minutes plus tard, serrant la chemise en cuir, le mandat de protection future, mon arrêt de mort prénotarié. Nous nous garâmes devant l'allée impeccable. Les lampadaires projetaient une lumière trop vive sur la pelouse. Le moteur s'éteignit. Sur le porche, Jasmine Dubois attendait. Son sourire, figé et artificiel, rappelait les supports d'un pont défaillant. Le lourd claquement du verrouillage central résonna dans la rue tranquille alors qu'Antoine coupait le contact. Une finalité, la chute d'une herse. Je restai un instant, main inerte sur mes genoux, le regard vide d'un esprit vacillant. Antoine contourna le véhicule, sa poigne ferme sur mon coude, me guidant vers le porche où Jasmine attendait. Je franchis le seuil de la maison de mon fils, moins invité que spécimen en observation. L'air stérilement climatisé effaçait toute odeur naturelle de l'hiver. Nous fûmes conduits à la salle à manger, un espace de verre et d'acajou poli, plus décor de théâtre que sanctuaire.
Jasmine, d'une grâce prédatrice, sa robe de soie frôlant ses jambes, posa devant moi un plat fumant de poulet rôti au romarin. L'odeur était riche, mais sous les herbes, mon nez capta une saveur métallique, une amertume chimique étrangère à un plat maison. Je surveillais ses mains tandis qu'elle posait un petit verre en cristal à côté de mon assiette. Il contenait un liquide ambré foncé. « Un mélange plus concentré, Paul », dit-elle d'une voix feinte. « Maître Sylvia Dupont a suggéré que cela pourrait vous éclaircir les idées avant notre réunion. » Je regardais le verre, puis elle. Des toiles d'araignée. « Oui, elles semblent être partout ces derniers temps, n'est-ce pas ?» répondis-je, ma voix faible et usée. Son assiette contenait une portion visiblement plus petite d'un plat différent, une déviation subtile qui criait à la source non contaminée. M'appuyant lourdement sur la table, je me levai, mes articulations craquant sans effort. Je leur dis, dépassé par le bruit, que j'avais besoin de calme avant de me retirer. Sans attendre la permission d'Antoine, je me traînai vers l'escalier, mes mouvements lourds et délibérés, sentant leurs yeux percer mon dos jusqu'à la sécurité du couloir de l'étage. Je ne me dirigeais pas vers ma chambre, mais vers la chambre de Marigold. Je poussai la porte. Ma petite fille était penchée sur un bureau jonché de bois de balsa et de colle. La pièce, imprégnée de copeaux de cèdre et de crayons d'enfant, offrait un contraste pur avec l'odeur médicinale d'en bas. En la regardant, je remarquai un léger tremblement dans ses mains, une léthargie dans ses yeux, anormale pour son âge. Mon cœur tambourinait en voyant le verre de jus de pomme sur sa table de chevet, un résidu crayeux s'accrochant au bord. Il ne me droguait pas seulement. Il donnait à l'enfant les mêmes compléments alimentaires, sans doute pour la garder calme et docile pendant qu'il démantelait ma vie. Cette cruauté calculée me glaça le sang. Je m'assis à côté d'elle, mon esprit analytique cataloguant les défauts structurels de son pont en balsa. Si les points d'ancrage sont faibles, Marigold, toute la portée s'effondre. Peu importe la beauté des câbles, murmurai-je, ma voix lourde d'une rage contenue. Elle leva les yeux, son expression mêlant soulagement et lassitude. Un enfant ne devrait pas connaître la tutelle légale, mais se soucier des angles de câbles et des glaces. Pourtant, nous étions là, deux prisonniers dans une maison bâtie de ma sueur. Nous travaillâmes en silence, mes mains guidant les siennes pour renforcer les treillis. « Grand-père, pourquoi maman dit-elle que tu es malade ?» demanda-t-elle soudain, sa voix à peine un souffle. « Tu es meilleur en maths que papa. » Une angoisse glaciale me saisit. Je lui demandai ce qu'elle voulait dire, mon ton aussi léger qu'un ingénieur civil discutant d'une fissure. Elle se pencha, ses yeux fuyant vers la porte. Elle m'avait entendu parler. Ils avaient un script sur un bloc-notes jaune, dit-elle, et son père avait pleuré pendant que Jasmine lisait les répliques. Il répétait un appel téléphonique, me décrivant comme errant et combatif. Je regardais l'avenir de mon héritage, réalisant qu'il ne volait pas seulement mon passé, mais pillait son avenir pour payer leur présent. Marigold tendit la main sous son oreiller, sortant sa tablette pour me montrer une entrée de calendrier cachée pour le lendemain matin, une liste d'invités, un notaire nommé Miller et maître Sylvia Dupont. « Grand-père », murmura-t-elle, serrant une entretoise en balsa jusqu'à ce qu'elle se brise. « Maman m'a dit que, si je ne racontais pas la bonne histoire à maître Sylvia Dupont, tu devrais partir pour toujours. » Les planches du couloir gémirent sous mon poids. En me retirant de la chambre de Marigold, ce son, d'habitude signe d'une maison qui s'installe, résonnait comme un avertissement. J'entrai dans la chambre d'Amy, fermant la porte d'un clic trop fort dans le silence creux. Les mots de ma petite fille vibraient dans mon crâne, percussion rythmique de trahison. Je n'allumais pas les lumières. Les ombres sont plus sûres quand on est la proie. Je me déplaçais avec un silence clinique vers le mur mitoyen de la suite parentale, mes mouvements dictés par les plans structurels mémorisés. Je m'allongeais sur la couette de la chambre d'Amy, chaussures aux pieds, l'enregistreur numérique pressé contre le placoplâtre comme un stéthoscope cherchant le battement d'un mensonge.
Le râle froid d'un murmure traversa le mur, accompagné du bourdonnement mécanique de la climatisation. J'ajustai le gain de l'appareil, mes doigts fermes malgré la rage protectrice qui me serrait la poitrine. La voix d'Antoine parvint la première, mince et cassante. « Il doit signer aujourd'hui, Jasmine, » dit-il, le souffle coupé. « La banque a gelé le compte de Lyon il y a 1 heure. Nous n'avons plus le temps. » Une froide validation analytique s'installa en moi. Ce n'était pas seulement de la cupidité, mais du désespoir. La réponse de Jasmine fut un sifflement bas, dépourvu de la chaleur affectée qu'elle affichait en cuisine. « Il est trop lucide, ce soir, » rétorqua-t-elle. « Il n'a pas bu le tonique. Et si maître Sylvia Dupont voyait clair dans notre jeu ?» J'entendis le froissement distinct du papier, le bloc-notes jaune que Marigold avait décrit. Il révisait un script, une séquence d'échecs chorégraphiés qu'il voulait me faire jouer. Il n'attendait pas seulement que je perde la tête, il construisait une cage avec ma propre histoire. La voix de Jasmine devint plus froide, plus décisive, juste quelques gouttes de plus dans son petit déjeuner. La protestation d'Antoine était faible. « Je ne suis pas un meurtrier, Jasmine. » Elle n'hésita pas. « Tu dois 800 000 € à des gens qui se fichent de ton arbre généalogique. 800 000 €. Il n'avait pas seulement hypothéqué ma maison, mais mon âme. » L'ampleur du vol était stupéfiante, une défaillance structurelle de caractère, les rendant méconnaissables. J'entendis le clic métallique de l'enregistreur numérique. En sauvegardant le fichier, les données migrèrent vers le cloud où Léanie et Janet les trouveraient. J'étais l'architecte de ma propre défense. Je fixai le plafond, mes yeux s'habituant à la pénombre, calculant les variables du matin. Puis je le vis dans le coin, niché dans l'ombre, un petit boîtier en plastique captant un rayon de lune. Je levai les yeux et vis le minuscule œil rouge fixe de l'objectif du moniteur me regarder. Pendant 1 seconde à couper le souffle, je me demandais si j'avais enregistré ma propre exécution. L'objectif, dirigé vers le lit, était parfaitement positionné pour capturer chaque mouvement, chaque secret. Le soleil du matin traversa les stores comme un projecteur, marquant le début d'une inspection finale non consentie. Je restai au lit jusqu'à la dernière seconde, les yeux fixés sur ce petit œil rouge, feignant de me réveiller d'une torpeur droguée. Au coin petit déjeuner, l'odeur de cannelle trop sucrée me frappa, masque écœurant pour l'amertume chimique du sédatif à l'avoine. Je regardais le liquide trembler dans la cuillère, tandis que Jasmine se penchait sur mon gruau, sa main ferme, portant ce qu'elle croyait être le coup fatal à mon indépendance mentale. « Mange bien, Paul », dit-elle d'une voix fragile de porcelaine, pleine de sollicitude. « Tu as besoin de tes forces pour la réunion. C'est un grand jour pour la famille. » « Des forces ? Oui, un grand jour. La doctoresse est-elle gentille ?» demandai-je, zozotant légèrement, le regard vide. Je réalisais que le gruau n'avait pas seulement quelques gouttes. Il était imprégné d'un sédatif à action rapide, destiné à me rendre physiquement instable pour le trajet, m'assurant l'apparence du patriarche chancelant dont ils avaient besoin. J'effectuai un tour de passe-passe magistral, semblant prendre de grosses bouchées, tout en déposant la boue dans une lourde serviette en tissu cachée sur mes genoux. Antoine entra, le visage marqué par l'épuisement et la cupidité, serrant les documents, échafaudage légal de mon effacement. Il me regardait non pas comme un père, mais comme un problème à résoudre par la paperasse. Un gratte-ciel n'est qu'un cimetière vertical d'ambition si ses fondations ne sont pas ancrées dans la vérité. Ce bâtiment semblait flotter sur une mer de petits caractères. En arrivant devant le monolithe de verre et d'acier du centre-ville de Lyon, le trajet fut silencieux. Nous entrâmes dans le hall et montâmes au 14e étage, l'ascenseur à grande vitesse me faisant siffler les oreilles, rappel physique de l'air raréfié qu'il me forçait à respirer. Nous sortîmes dans les bureaux de maître Sylvia Dupont. Je cataloguais l'environnement avec la précision d'un ingénieur civil. Les tapis, si épais qu'ils étouffaient les pas, masquaient le son et toute urgence. L'air antiseptique et citronné
créait une atmosphère stérile, assainissant la nature prédatrice des affaires. C'était le genre de salle d'attente où l'on sentait, avec la certitude d'un calcul de charge structurelle, que le sol était conçu pour céder. Antoine murmura que le bâtiment signalait la stabilité, mais je n'y voyais qu'un décor temporaire conçu pour un levier psychologique. Je regardais la réceptionniste, femme au sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux, et remarquais son badge. Il correspondait à la signature du professionnel de la santé sur la pétition de tutelle que Janet m'avait montrée. Ce n'était pas une simple employée, c'était un témoin acheté et payé. La porte du bureau intérieur s'ouvrit et une femme en tailleur impeccable en sortit. Maître Sylvia Dupont, une cinquantaine d'années, avec ce calme clinique exercé qui signale soit une profonde compétence, soit une performance soignée, se tenait là comme un prédateur. Elle tendit une main froide comme une dalle de morgue en disant « J'ai tant entendu parler de vos récentes difficultés, Paul. » Je pris sa main, laissant la mienne s'amollir légèrement, mon esprit calculant la plage de décibels de l'enregistreur caché dans la poche de ma veste. Le clic de la porte du bureau se verrouillant derrière nous fut un dernier son clinique, nous enfermant tous les trois avec l'avocate comme des spécimens sous une lame de verre. Maître Sylvia Dupont s'installa derrière son bureau, immobile comme une araignée. L'odeur de vieux dossiers et de lavande emplissait la pièce. Elle posa un épais dossier sur le bureau en acajou, ses yeux me scrutant d'une faim prédatrice masquée en préoccupation professionnelle. Avant l'évaluation cognitive, Paul, je dois vous dire que j'ai déjà une recommandation présignée pour une mise sous tutelle immédiate de la part d'un collègue. C'était le premier coup, une menace souriante. Elle fit comprendre que, sans coopération, les mesures involontaires étaient déjà enclenchées. À votre âge, Paul, gérer un flux de 7 millions d'euros peut être accablant, dit-elle d'une voix douce et manipulatrice. Ne voudriez-vous pas simplement profiter du jardin ? Je fixai mon reflet déformé sur le bureau, jouant le rôle de l'homme confus. Le jardin ? Oui, mais les tuyaux, maître Dupont, qui surveille la pression quand je regarde les roses ? Je marmonnais les termes techniques juste assez pour paraître un homme perdant le contrôle de sa vie. Je la vis chercher la confirmation d'Antoine, qui hocha la tête avec une désespérance qui me souleva le cœur. Je lui demandai où elle avait étudié, désignant les diplômes au mur. J'ai une spécialisation en psychologie gériatrique successorale à l'UBC, mentit-elle, citant une institution dont mon contact avait déjà confirmé qu'elle n'avait aucune trace d'elle. Gériatrique, c'est un mot lourd, n'est-ce pas ? Comme un tuyau en plomb, murmurai-je, observant le léger tressaillement d'Antoine. Il savait qu'elle mentait, mais restait silencieux. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme un compte à rebours. Maître Dupont se pencha, orientant la discussion vers ce qu'elle appelait l'instrument de gestion familiale. Je savais que c'était le mandat de protection future irrévocable. Mon esprit était vif, enregistrant chaque question tendancieuse et chaque fausse prétention d'expertise. Puis mes yeux aperçurent un registre sur son bureau, partiellement caché par sa manche. Un chiffre me glaça le sang, 50 000 €. C'était un acompte de consultation payé directement depuis mon compte courant via un chèque falsifié que je n'avais jamais vu. Elle ne se contentait pas d'une promesse sur l'avenir. Elle m'avait déjà volé. L'air de la pièce devint métallique. Elle sortit une feuille du dossier en acajou et la fit glisser sur le bureau. Le mandat de protection future. Pour la première fois, le sourire forcé de Jasmine disparut, remplacé par le regard d'un loup refermant ses mâchoires. Le glissement froid du papier sur le bois fut le seul son. Le stylo plaqué or cliqua, maître Sylvia Dupont le poussa vers moi avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux de prédateur. Je tendis la main, mes doigts, tremblants d'une fragilité bien répétée, mais alors que ma main planait au-dessus du document, je fis une pause. Je remarquai une faute de frappe spécifique au 3e paragraphe, un caractère supplémentaire dans l'adresse du cabinet que mon contact avait identifié comme une signature du serveur professionnel d'Antoine.
C'était une empreinte numérique laissée par un voleur. Je pris le stylo, feignant un tremblement qui sembla satisfaire le regard avide de Jasmine, puis je le reposai avec une précision technique soudaine qui figea la pièce. J'exige que mon propre conseiller juridique examine cet instrument avant qu'une seule goutte d'encre ne touche la page. Le marmonnement avait disparu. La persona confuse que j'avais cultivée depuis le petit déjeuner s'évapora, remplacée par l'ingénieur civil vétéran qui avait survécu à des décennies de négociations contractuelles hostiles. Le sourire de maître Sylvia Dupont ne s'est pas contenté de s'estomper, il s'est désintégré. J'ai lu suffisamment de plans pour savoir quand un mur porteur est manquant, maître Dupont, poursuivis-je d'une voix ferme et froide. Ce n'est pas de l'optimisation, c'est de la démolition. Papa, ne sois pas difficile, balbutia Antoine, la voix brisée. L'odeur de sa sueur de peur montait par vagues. Tu es confus, signe juste et nous pourrons rentrer. Confus? Non, Antoine. Pour la première fois depuis des semaines, je vois chaque ligne du schéma. Le stylo n'était pas qu'un stylo, c'était la clé d'un cercueil qu'ils avaient passé 6 mois à construire pour moi. La température dans le bureau sembla chuter de 10 degrés alors que l'abus de faiblesse était exposé. Jasmine se jeta sur le bureau, son visage se tordant en une grimace alors qu'elle tentait de récupérer le document. J'étais plus rapide. Je pliai le mandat de protection future, le glissant dans ma poche près de mon enregistreur numérique. Je prends l'original pour mes archives. C'est mon patrimoine, ma décision. Je vous informerai quand l'examen sera terminé. Antoine et Jasmine virent leurs masques se briser en éclats de malice. La rage de Jasmine, crue et subite, se heurtait à mes 30 ans de béton armé et de devoirs civiques. Mon pouls ralentit en rythme tactique. Je me levai, le document frauduleux pesant contre mon cœur, et me tournai vers la plante d'angle. Derrière le pot, je sortis la tisane de la réceptionniste, la versant dans la fougère. Je n'ai pas bu le thé, Jasmine, ni le porridge, j'étais éveillé. Le silence fut absolu, vide créé par l'effondrement de leur plan. Je me dirigeai vers la porte, mes chaussures claquant sur le parquet. Je regardais les mains tremblantes d'Antoine, cet homme que je ne reconnaissais plus, et murmurais « Je vais à l'hôtel, mon fils, ne me suivez pas. » Je n'attendais pas de réponse. Dans le couloir aseptisé, le poids des preuves donnait gravité à ma démarche. Les portes de l'ascenseur se refermèrent en sifflant, coupant la vue du visage tordu de Jasmine, me laissant dans une boîte d'acier miroir et de silence. L'air sentait l'antiseptique et l'ozone en descendant du 14e étage. Mes mains serraient à blanc le mandat de protection future frauduleux plié au fond de ma poche, ses bords pesant contre mes côtes. Neutraliser le traqueur d'Antoine. Trouver la foule, murmurai-je, mon souffle embuant le miroir. Je regardais les étages défiler avec détachement, calculant la disposition du hall. Je savais qu'Antoine m'attendrait à l'entrée principale, alors je contournai le hall et descendis au sous-sol. Je sortis par une lourde porte de service près du parking, l'air frais et humide du matin lyonnais me frappant en libération. J'ouvris l'application de transport que Léanie avait configurée sur le téléphone jetable, observant la carte numérique comme un opérateur radar. Une berline argentée s'arrêta. Le claquement de la porte ferma le bruit de la ville. Je regardais l'homme au volant, Elias, détective privé spécialisé en protection exécutive, que Léanie avait engagé. Il ne demanda pas de destination, connaissant les coordonnées de la planque. Le bip de l'application confirma le début du trajet. Les enjeux dépassaient une simple course. Je n'étais plus seulement un père. J'étais un fugitif en manteau de laine, portant les plans de ma propre exécution. Je sortis les documents de ma poche, sentant l'écran froid de mon smartphone. Pour sécuriser la charge utile, je photographiais chaque page du mandat de protection future frauduleux et l'ébauche de la tutelle temporaire dont maître Sylvia Dupont m'avait menacé. Via une application cryptée, j'envoyais les images à Léanie et Janet Cook, créant une redondance numérique avant toute compromission physique.
Continuez vers le marché Saint-Antoine, s'il vous plaît. J'aime la foule, dis-je au chauffeur, mes yeux fixés sur le rétroviseur. La circulation lyonnaise était une artère bouchée, chaque feu rouge menaçant ma fuite. À travers la pluie, je vis un véhicule sortir en trombe du parking derrière nous. La poursuite était passée de la salle de réunion au bitume. Elias serra le volant, son regard balayant le rétroviseur. « Il est au téléphone, Antoine, » dit Elias d'un grognement. Mon partenaire surveille les fréquences. Antoine ne nous suit pas seulement. Il appelle la police, vous signalant comme personne âgée disparue et en danger, atteinte de démence, pour forcer un contrôle. La réalisation me frappa d'une décharge d'adrénaline, un flash bleu et rouge sur le gratte-ciel. Elias resserra sa prise. Ils ont lancé une alerte. Si nous sommes arrêtés, ils prendront les documents et vous irez en hôpital psychiatrique. Elias n'a pas ralenti malgré la sirène. Il accéléra au feu jaune et s'engouffra dans le parking souterrain de l'hôtel, éteignant les phares avant même que la barrière ne se referme. Je restai blotti, mon pouls martelant mes côtes. Elias, un ancien détective de 60 ans au visage buriné et aux mains habituées à démanteler les réseaux de crimes financiers, n'avait pas besoin qu'on lui rappelle l'enjeu. Il avait été une ombre dans ma vie pendant des semaines, une sentinelle engagée par Léanie dès qu'elle avait compris l'interception de mes courriers. Nous évitâmes le hall principal, nous faufilant par un couloir de service imprégné d'odeurs de nettoyants et de blanchisserie industrielle. La chambre de Léanie, au 9e étage, était enregistrée sous son nom de jeune fille pour brouiller les pistes numériques. À l'ouverture de la porte, l'air frais et stagnant fut remplacé par la chaleur d'appareils électroniques sophistiqués. Léanie était là, le reflet bleu clignotant de 3 écrans d'ordinateur dans ses yeux. Elle s'approcha aussitôt, ses mains fermes alors qu'elle effectuait un rapide examen physique. « Papa, ne touche pas tes yeux, » prévint-elle. « Ce colorant est toxique à haute concentration. » Elias s'activa avec une efficacité rodée, le clic-clac mécanique de son détecteur de micro remplissant le silence tandis qu'il établissait notre quartier général temporaire. « Pièce balayée et sécurisée, Léanie, » grogna-t-il. « Nous avons 28 minutes avant que le détective d'Antoine ne découvre notre échange de voitures dans l'obscurité du sous-sol. » Découvrir un privilège sur sa maison, c'est comme trouver des termites dans les fondations de son âme. La structure semble intacte de l'extérieur, mais le poids de votre vie repose sur du bois creux. Je m'assis au petit bureau de l'hôtel, observant Léanie accéder à un portail sécurisé des registres fonciers. Sans me regarder, elle afficha l'acte de propriété. « Regarde la pixelisation sur l'acte, » dit-elle, la voix serrée. « C'est une greffe numérique. Ils ont hypothéqué la maison pour 800 000 € pendant que tu faisais la sieste. » Je me penchai, mon esprit analytique cataloguant les bords artificiels de ma signature à l'écran. 800 000 €. Mon fils ne voulait pas d'héritage, mais un renflouement. J'ai vécu dans cette maison pendant 30 ans. Remboursés en 2009, ils n'ont pas seulement volé mes économies, ils ont vendu mon toit à un usurier. La fureur d'ingénieur civil que je ressentais était froide et structurelle. La reconnaissance d'un échec total chez les personnes que j'avais élevées. Nous examinâmes le cachet du notaire sur l'hypothèque frauduleuse. Le nom ne me disait rien avant que Léanie ne vérifie l'enregistrement. Le notaire était le frère de Jasmine, opérant depuis une boîte postale. C'était une boucle fermée de trahison familiale. « Papa », la voix de Léanie se fit plus faible en faisant défiler l'acte numérique. « Ce n'est pas seulement une hypothèque. Une clause prévoit un mandat de vente rapide. Si tu ne signes pas ce document au bureau de maître Sylvia Dupont aujourd'hui, le prêteur est déjà autorisé à saisir la maison d'ici lundi matin. » Le piège était enfin entièrement visible, un mécanisme légal conçu pour me laisser sans abri, effacé avant même le début de la nouvelle semaine. Malgré les avertissements d'Elias et les supplications de Léanie, je remontais dans la berline, l'acte falsifié serré dans ma main.
Je n'allais pas me cacher dans un hôtel pendant qu'il se préparait à vendre le toit au-dessus de ma tête. Le retour fut un flou d'asphalte pluvieux et de préparation analytique froide. Je me garai à la tombée de la nuit, la maison brillant d'une lumière stérile et trompeuse qui se moquait de la pourriture intérieure. Le crissement du gravier sous mes lourdes bottes signala mon arrivée. Antoine et Jasmine étaient déjà dehors, leurs visages affolés dans la lueur orange vacillante des lampadaires. Ils avaient clairement réalisé que je leur avais échappé au bureau. « Papa, où étais-tu » cria Antoine, sa voix brisée par une panique feinte. Nous allions appeler la police. Je m'avançai dans la lumière, ne me courbant plus, ne jouant plus le rôle du patriarche confus. « J'ai déjà parlé à la police, Antoine, » dis-je, ma voix faisant vibrer l'air froid, et à la banque. Maintenant, parlons des 800 000 € que vous avez volés à ma maison. Je brandis l'impression de l'acte comme un arrêt de mort. Le vent froid et mordant fouettait le papier dans ma main, mais ma prise restait absolue. Je fis un geste vers la berline où Elias, dans l'ombre, pointait un micro directionnel vers nous pour capter chaque mot. Les genoux d'Antoine semblaient réfléchir et il s'effondra sur les pavés, un homme en larmes. Jasmine, elle, ne s'effondra pas. Elle tint bon, l'odeur de son coûteux parfum floral se mêlant à celle, humide, des aiguilles de pin. « Vous êtes assis sur 7 millions d'euros, Paul, » lança-t-elle, son masque se brisant enfin. « Vous ne les dépenserez jamais tous. Nous avions juste besoin d'un pont pour passer le mois. 280 000 €. Ma belle-fille avait dilapidé plus que ce que la plupart des gens gagnent en une décennie au casino, s'attendant à ce que je paie la note avec ma santé mentale. Voir mon fils pleurer sur le béton, c'était comme voir un barrage céder. Il ne lui restait aucune force, seulement les débris boueux d'une vie construite sur des raccourcis. « Un pont ?» demandai-je, m'approchant jusqu'à distinguer les lignes irrégulières de ses pupilles. « Tu m'as empoisonné, Jasmine. Tu as falsifié ma signature auprès d'un usurier. Ce n'est pas un pont, c'est une trappe. » Elle se contenta d'un sourire fin, une ligne de dents acérées qui me glaça le sang. Elle ne cherchait pas le pardon, mais un moyen de pression. « Où est ma petite fille, Jasmine ?» demandai-je, mon pouls ralentissant enfin en un rythme tactique, mortel. Son sourire s'élargit. « Elle est avec le docteur maintenant. Vous feriez mieux de bien réfléchir à votre prochain mouvement. » La réalisation me frappa comme un coup physique. Ils avaient déplacé Marigold dans une planque avec les associés de maître Sylvia Dupont. La guerre n'était pas finie, elle avait simplement changé de forme. Je ne me suis pas jeté sur Jasmine. J'ai sorti de ma veste l'enregistreur numérique dont la lumière rouge brillait comme un œil accusateur dans le crépuscule de l'allée. L'instinct sauvage d'étrangler mon fils vibrait dans ma moelle, mais je suis un homme de plan et de logique des murs porteurs. Je ne détruis pas, j'analyse. Je vis le sang quitter le visage d'Antoine lorsque je l'informai que j'avais déjà contacté le service des fraudes de la banque depuis la voiture. Son accès à tous les comptes partagés avait été coupé 10 minutes avant mon arrivée. Il se tenait sur une fondation d'air et la chute serait mortelle. Je tendis l'enregistreur entre nous. L'odeur de terre humide et le parfum floral estompé de jasmine tourbillonnaient dans l'air frais du soir. Chaque mot que vous avez prononcé, chaque menace contre Marigold a été transmise en direct à Léanie et à mon équipe de sécurité, dis-je, ma voix atteignant cette résonance grave et basse d'un jugement final. Tu n'as pas seulement enfreint la loi, Antoine. Tu as brisé la physique fondamentale de cette famille. Je le regardais chercher un mensonge, mais ses yeux étaient vides, cherchant un scénario qui n'existait plus. « Papa, s'il te plaît, on peut arranger ça, » balbutia-t-il, sa voix mince et pathétique. « Non, » répondis-je, reculant vers la voiture au ralenti. « On ne répare pas une fondation coulée avec de la pourriture. Il n'y a pas de remède pour un cœur qui voit son père comme un distributeur automatique. » Il me regarda alors avec un éclair du garçon qu'il avait été.
mais ce garçon était un fantôme que j'avais enterré des années auparavant. Je livrai mon évaluation finale avec le détachement chirurgical d'un ingénieur civil condamnant un gratte-ciel. Ta mère l'aurait vu plus tôt, Antoine. Elle était meilleure pour lire les gens. Mais je l'ai vue à temps pour sauver Marigold. Jasmine commença à hurler, un son aigu et déchirant qui transperça le calme du quartier. Mais je ne me retournai pas. Je fis signe à Elias de faire avancer la voiture, le crissement du gravier sous les pneus résonnant comme les premières pierres d'un éboulement. Quitter cette maison, c'était comme s'éloigner d'une démolition contrôlée. On ne regarde pas la poussière, on s'assure juste que personne d'autre ne se trouve dans le champ de débris. Je montai dans la berline. Le goût clinique et âpre de l'air recyclé me frappa tandis que la porte se refermait, scellant l'épave de la vie de mon fils. Alors que nous nous éloignions, je regardai par la vitre arrière et vis Antoine s'effondrer sur l'herbe impeccablement tondue. Un homme dont le travail de toute une vie avait été de voler celui de son père pour finir avec rien d'autre que la pluie et la dette. Le cliquetis rythmique du clignotant dans la voiture d'Elias donnait un pouls régulier à ma propre adrénaline froide. « Elias, conduis », dis-je, ma main se serrant autour du téléphone portable. « Nous avons un enfant à récupérer. » Il hocha la tête, les yeux fixés sur la route. Nous avions localisé le signal du téléphone de maître Sylvia Dupont dans un motel à la périphérie de la ville. Elias m'informa que c'était à seulement 20 minutes. La vibration froide et lourde du téléphone dans ma paume me fit tressaillir. Je regardais la maison rétrécir dans le rétroviseur, un monument à la cupidité brillant dans l'obscurité. Puis mon téléphone vibra avec un message de Léanie. Le FBI est sur place, au motel, resté dans la voiture. Je m'assis à l'arrière de la voiture d'Elias. La pluie tambourinait un rythme frénétique sur le toit, tandis que les lumières stroboscopiques bleues et rouges des unités du FBI transformaient le parking miteux du motel en un cauchemar de néon et d'ombre. L'odeur âcre de l'asphalte mouillé emplissait l'air. J'avais déjà envoyé une copie chiffrée de mes enregistrements à la police locale, assurant des poursuites, quelle que soit l'issue fédérale. Je crois en la redondance, une défaillance structurelle n'est jamais due à un seul maillon faible. J'observais la scène avec détachement. Une porte de motel fut enfoncée. Des agents pénétrèrent à la chambre 112 avec précision. Ils en ressortirent avec ma petite fille, hébétée, enveloppée dans une veste tactique. Léanie s'élança pour prendre l'enfant dans ses bras. Une décennie de tension s'évapora de ma poitrine, me laissant physiquement vide. « Elle est en sécurité, papa. Elle est en sécurité. » La voix de Léanie crépita sur le téléphone jetable dans ma main. Mes yeux fixaient l'entrée du motel. « Emmenez-la à l'hôpital, » répondis-je d'une voix rauque. Ne la laissez plus jamais voir le visage de cette femme. Alors que je parlais, maître Sylvia Dupont fut menottée. Son calme de façade s'était effondré, remplacé par les calculs frénétiques d'une criminelle acculée. La voir emportée fut comme la stabilisation d'un pont en ruine. Les dégâts étaient faits, mais la chute avait cessé. Le goût salé de la pluie me rappela que je respirais encore, debout au milieu des décombres. L'agent Vance, un homme taillé dans le granit, s'approcha de la voiture. Je baissai la vitre. Je lui tendis l'enregistreur numérique et les cartes SD contenant les photos des compléments alimentaires empoisonnés et l'acte falsifié de 800 000 €. « Tout est sur cette carte, agent, » déclarai-je sans émotion. « Mobile, méthode, préjudice physique. Tout est documenté. » Antoine et Jasmine allaient voir ce qu'ils étaient devenus. Vance accepta l'enregistreur avec révérence. « Vous avez fait notre travail, monsieur Dubois, » dit-il gravement. « Ce n'est pas seulement un abus de faiblesse, c'est une affaire de racket fédéral. Nous suivions cette cellule depuis des mois, mais il nous manquait votre documentation interne. » Il se pencha, ses yeux reflétant les stroboscopes. « Au fait, le frère de Jasmine a été interpellé il y a 1 heure. Il coopère pour alléger sa peine. »
Son expression s'adoucit un instant. « Nous avons de quoi arrêter votre fils et sa femme ce soir. Voulez-vous être présent ?» L'intérieur des urgences bourdonnait sous les néons. Je refusai le fauteuil roulant, agrippant la rampe d'aluminium de mes mains jaunies. Je devais savoir si le brouillard était devenu une partie permanente de mon architecture interne. Chaque pas était un calcul d'équilibre. On me conduisit dans une unité de haute sécurité où l'odeur âcre de l'alcool isopropylique me piqua les narines. Le docteur Harris, neurotoxicologue, parlait avec une précision que seul un ingénieur pouvait apprécier. L'analyse toxicologique révéla un second composé synthétique inconnu dans mon sang, un isotope de métal lourd. Léanie, pâle, l'identifia instantanément comme un traceur de matériaux de construction haut de gamme. C'était la preuve structurelle finale qu'Antoine avait volé le poison sur son propre chantier. Je restais assis sous la lumière stérile pendant qu'il prélevait des échantillons. Le bip du moniteur cardiaque ajoutait un pouls secondaire à mon angoisse. Je sentis le gel froid de l'échographie sur ma tempe, cherchant des dommages vasculaires. Léanie surveillait les résultats en temps réel. « Léanie, les enzymes hépatiques, » murmurai-je. « Elles montent en flèche. Combien de temps aurais-je pu tenir ?» Sa main trouva la mienne, la serrant fort. « Nous l'avons attrapé à la 11e heure, papa. Un peu plus et les dommages auraient été systémiques. » Le docteur Harris nous reçut finalement. « Monsieur Dubois, ce n'était pas un accident, dit-il. C'était une lobotomie pharmacologique en cours. La scopolamine était dosée pour simuler une démence précoce. 6 à 12 semaines de plus de compléments alimentaires auraient causé une atrophie hippocampique permanente, effaçant ma capacité à former de nouveaux souvenirs. 6 mois. 180 jours à transformer mon cerveau en scène de crime. Le brouillard n'était donc pas une performance. Je réalisais que je disparaissais réellement. Mon fils me tuait cliniquement, une capsule à la fois. Étrangement, ma vitesse de traitement analytique s'était améliorée, un mécanisme de survie. Mon esprit s'accrochait à la logique tandis que le flot chimique tentait de l'engloutir. Je fixais l'IRM de mon cerveau, les zones sombres d'interférence chimique. L'agent Vance entra, le visage sombre. « Nous avons un problème, Paul, » dit-il. « Antoine et Jasmine ne sont plus à la maison. » La pluie martelait les fenêtres. L'air froid et antiseptique me piquait la peau tandis que Vance annonçait « Ils n'ont pas seulement quitté la maison, ils ont vidé le coffre et jeté leur téléphone sur une aire de repos sur l'autoroute. » Sa voix luttait contre le rythme de mon masque à oxygène. Je fermais les yeux, la bouche sèche et amère. Jasmine avait une seconde valise remplie de 100 000 € en liquide, détournée du fonds d'études de ma petite fille. Un vol calculé, une lente hémorragie de l'avenir de sa propre fille. Antoine et Jasmine tentaient une fuite désespérée vers la frontière, utilisant un camion industriel loué. Léanie avait identifié l'isotope de métal lourd dans le sang, et le FBI avait localisé le véhicule se dirigeant vers une ville frontalière. Mon esprit, aiguisé par le mécanisme de survie, commença à cartographier leur fuite. « Il prendra la route 9, dis-je, ma voix rauque. Il pense comme un entrepreneur évitant un inspecteur. Il évitera le poste frontière principal et les grandes stations. » Vance hocha la tête. Nous avons déjà un périmètre au poste frontière principal, mais la route 9 est l'endroit où nous les coincerons. Je regardais la trace GPS sur son écran, un trait sinueux vers la frontière. C'était mon fils, désormais un point sur un radar tactique, traqué comme un défaut structurel. L'urgence primale était tempérée par une satisfaction amère. Mon expertise technique était le verrou final de leur cage. Léanie se tenait près du lit, la main sur mon épaule, tandis que Vance connectait l'audio en direct de l'équipe. Les cris déformés de la radio tactique du FBI emplirent la pièce. « Encerclez-les, coincez le véhicule. » La voix d'Antoine soudain jaillit de la radio désespérée.
Je suis désolé. J'entendis le crissement des pneus et les ordres. Le clic des menottes à la radio fut le dernier clou enfoncé dans le cercueil de notre relation. C'était un mélange écrasant de justice et de la mort de la fierté d'un père. L'enregistrement capta les cris hystériques de Jasmine tentant de jeter un sac de faux documents dans un fossé. Effort futile pour détruire les preuves de leur racket fédéral. L'associé au volant du camion fut extrait, le notaire corrompu tentant de s'échapper. « Nous les avons », dit Vance, refermant son ordinateur. Mais le réseau de maître Sylvia Dupont est plus vaste. Son équipe vient d'activer un coupe-circuit sur vos comptes numériques depuis un serveur distant. Je regardais Léanie, dont le visage pâlit en voyant les soldes des comptes chuter vers zéro. La bataille avait basculé de l'asphalte à l'éther, l'enjeu étant désormais chaque centime gagné pour protéger ma famille. Les chiffres sur l'écran de Léanie saignaient en temps réel, une hémorragie numérique menaçant de vider le travail de ma vie dans un compte offshore. Mon souffle se serrait au rythme du moniteur hospitalier, la lumière bleue de son ordinateur projetant des ombres sur mon visage pâle. Seul le cliquetis rapide de son clavier rompait le silence. Mais maître Sylvia Dupont avait sous-estimé ma paranoïa. Des années de logistique à haut risque m'avaient appris à ne jamais laisser de flanc exposé. Même si mes soldes chutaient, ma propre parade était déjà en marche. J'avais préparé un dispositif de sécurité des mois auparavant, une lettre antidatée au fisc détaillant chaque irrégularité financière du cabinet d'Antoine. S'ils me vidaient de tout, je m'assurerais que leur monde entier brûlerait avec mes économies. « J'ai le protocole de liaison, papa », murmura Léanie, les yeux rivés sur le code. « La banque bloque les virements sortants. » Je serrai la fine rampe de l'hôpital. « Ce n'est plus une question d'argent, Léanie. Il s'agit de s'assurer que l'encre de leurs mensonges ne sèche jamais. Nous avons vu les chiffres se figer, quelques centimes au-dessus d'une annulation totale. Le barrage numérique tenait, mais la guerre passait des serveurs aux tribunaux. À 9 heures le lendemain matin, l'odeur du café d'hôpital et de l'ozone emplissait l'air alors que l'écran se divisait pour la session virtuelle du tribunal. La juge Holloway apparut, son autorité inébranlable forgée par 30 ans de droit successoral. Adossé aux oreillers, ma voix rauque mais ferme, je fis ma déposition sous serment. Je détaillai la scopolamine, les jours embrumés de coercition chimique et les moments où ma main avait été guidée pour céder mon âme. Les preuves que Léanie avait récupérées de mes registres du sous-sol parlaient plus fort que mes mots tremblants. Sur la base des preuves d'interférence pharmacologique et de la falsification vérifiée, ce tribunal déclare l'hypothèque nulle et non avenue, déclara la juge Holloway. Un seul mot pour effacer la chaîne de 800 000 € qu'ils avaient enroulée autour de ma maison. Le soulagement fut un poids physique qui se souleva de ma poitrine. L'écran passa aussitôt à une vue plus sombre, la cellule de détention montrant Antoine et Jasmine. Mon fils semblait plus petit que dans mes souvenirs. Son costume coûteux froissé, son regard éteint. « Papa, s'il te plaît, dis-leur que ce n'était qu'une erreur. » La voix d'Antoine résonna dans le haut-parleur de l'hôpital, minuscule et pathétique. Je restai silencieux, mon esprit analytique enregistrant son désespoir sans la moindre pitié. Avant qu'il ne puisse supplier davantage, l'avocat de Jasmine entra dans le cadre, son expression dénuée de loyauté. Il s'empressa de séparer son cas de celui d'Antoine, déclarant que Jasmine était prête à témoigner que mon fils était le seul cerveau derrière l'empoisonnement. Je regardais l'écran tandis que Jasmine se tournait vers Antoine dans la cellule, son visage un masque de venin pur et inaltéré, et lui murmura quelque chose qui fit tomber mon fils à genoux, hurlant comme un animal blessé. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique clinique et l'encre fraîche. Je signai la première des 400 pages d'une main qui ne tremblait plus, l'encre mordant le papier avec la même finalité que j'avais mise à approuver le renforcement sismique d'un pont. L'écran mural s'était éteint, engloutissant l'image de mon fils s'effondrant dans sa cellule, ne laissant que le bip mécanique et rythmique de mon moniteur cardiaque.
Je regardais Janet assise à mon chevet avec une pile de documents si épaisse qu'elle ressemblait à une arme. Nous ne révisions pas seulement un testament, nous exécutions une démolition contrôlée des parasites qui avaient tenté de vider ma vie. « Je veux une clause de terre brûlée », dis-je à Janet. Si Antoine ne serait ce que regarde un casino, la fiducie le prive de tout droit. Je la vis hocher la tête en tournant une page. Cette nouvelle structure incluait une clause de restitution, un siphon légal qui canaliserait automatiquement chaque centime des futurs revenus d'Antoine pour rembourser l'hypothèque frauduleuse de 800 000 €. Il passerait le reste de sa vie à réparer le trou qu'il avait creusé. Nous transférons les actifs dans une fiducie souveraine multigénérationnelle, expliqua Janet. C'est l'équivalent juridique d'un bunker. Je ressentis une sombre satisfaction en posant mon pouce sur le scanner biométrique que Léanie avait lié au document. Cette fiducie pour l'avenir de ma petite fille serait protégée par un système redondant exigeant la vérification de Léanie et de Cora. Ma petite fille serait reine dans une forteresse que ses parents ne pourraient jamais prendre d'assaut. Un testament n'est qu'un plan pour les morts, une fiducie, une machine vivante, fonctionnant bien après le départ de l'architecte. Je regardais la plume griffer le papier épais, le son amplifié dans le silence de la pièce. Léanie se tenait près de la fenêtre, sa silhouette encadrée par les premiers rayons de soleil perçant les nuages gris de Lyon. Une liaison vidéo sécurisée fit apparaître Cora sur le moniteur secondaire, son souffle tremblant et faible, ses yeux rougis fixés sur moi. Paul, j'aurais dû savoir qu'il avait été appâté par cette femme, murmura-t-elle. J'ai croisé le regard de Léanie, puis j'ai regardé l'écran. Tu as fourni le point de données qui m'a sauvé la vie, Cora. Maintenant, j'ai besoin de toi pour tenir la ligne. Sais-tu ce que c'est que d'effacer son fils de son histoire avec la précision clinique d'un chirurgien? Ce n'est pas de la haine, mais de la survie. La dernière page signée, le poids des sceaux légaux était froid et lourd sur le bureau. Janet se pencha, sa voix baissant. « Il y a autre chose, Paul. Jasmine a déjà signé des aveux complets contre maître Sylvia Dupont en échange d'une peine réduite. C'en est fini du réseau Dupont. » Je tendis le document signé à Jeannette et, par la fenêtre, aperçus un homme en costume sombre que je ne reconnaissais pas, debout au bout du couloir de l'hôpital, nous observant. Immobile, son regard fixé sur ma porte glaça la chaleur retrouvée dans ma poitrine. Je n'ai pas cherché de bouton de panique. J'ai soutenu le regard de l'homme en costume sombre avec la concentration d'un inspecteur de pont découvrant une fissure capillaire dans un pilier principal. Alors qu'il approchait, la lumière clinique du couloir de l'hôpital révéla une mâchoire familière. L'agent Miller, au calme lourd d'un coffre-fort fédéral et au costume plus cher que ma première voiture, ne sembla plus un étranger dès qu'il parla affaires. Je l'avais connu des années auparavant, au ministère des Transports, quand un vaste trucage d'offres menaçait l'infrastructure de l'État. Il était désormais expert du FBI en blanchiment d'argent lié aux infrastructures. Il expliqua que le réseau de maître Sylvia Dupont avait des racines plus profondes. « Monsieur Dubois, vous n'avez pas seulement attrapé un fraudeur, vous avez exposé une chambre de compensation pour les tutelles prédatrices, » dit-il, sa voix sèche comme du parchemin. Adossé aux oreillers, sentant la douleur résiduelle dans ma poitrine, je répondis « Je voulais juste récupérer ma maison. Je n'avais pas réalisé que je démantelais une usine. » Il m'informa que ma journalisation méticuleuse des transactions et symptômes anormaux avait fait de moi la pièce maîtresse de l'accusation. L'ampleur de l'affaire exigeait des protocoles de protection des témoins immédiats pour Marigold et moi. Le poids de tout cela était une pression physique, rappelant que la pourriture systémique n'est jamais contenue dans une seule pièce. 24 heures plus tard, je me tenais dans une installation fédérale sécurisée à Lyon. L'odeur agressive d'ozone et de cire de sol, le goût métallique et sec de l'air recyclé me tapissait la langue. À travers un miroir sans teint,
Je regardais Antoine assis dans une salle d'interrogatoire, le reflet froid des néons sur la vitre. D'épais dossiers fédéraux bleus, comme les plans d'un projet raté, étaient étalés sur la table. L'agent Vance se tenait à mes côtés, les bras croisés. Il leur donne tout, Jasmine, le notaire, même le chef de chantier qui a fourni les traceurs. Je regardais la bouche de mon fils bouger, sa voix étouffée par l'interphone, alors qu'il échangeait des noms contre une chance d'annexe à sécurité minimale. Il avait vendu sa femme pour 10 ans de moins sur sa peine. « Il a toujours été efficace, Janet », dis-je à mon avocate qui se tenait à ma droite. Il a juste fini par appliquer cette efficacité à sa propre survie. Je regardais sans pitié l'homme que j'avais élevé démanteler les vestiges de sa propre vie avec une précision clinique. L'espoir familier avait péri des semaines auparavant dans un sous-sol rempli de scopolamine. Mais il laissa tomber une dernière vérité. L'idée originale de l'empoisonnement ne venait pas de Jasmine, mais d'un groupe de soutien pour développeurs en difficulté, géré par une société écran de Dupont. Ce n'était pas une trahison familiale pure, mais une séduction orchestrée par une industrie prédatrice. Alors qu'Antoine signait les aveux finaux, il leva les yeux vers le miroir sans teint, comme s'il pouvait voir le fantôme du père qu'il avait tenté d'effacer, et articula un seul mot. « Pardon. » J'ai laissé le courrier s'accumuler 3 jours sur le buffet en chêne, craignant qu'une enveloppe ne rallume le feu que j'avais à peine éteint. Les lourdes grilles de la propriété s'ouvrirent avec un grincement strident, les gonds réclamant l'huile oubliée durant mes semaines d'exil chimique. Dans le hall silencieux, j'ai saisi la pile. Entre une facture et un catalogue, une enveloppe sèche du centre de détention fédéral. Je l'ai portée dans mon atelier, l'air imprégné de sciure et de métal. La lettre d'Antoine n'était pas l'excuse larmoyante d'un fils prodigue, mais une confession technique, rédigée avec la précision détachée d'un ingénieur. Il m'informait avoir secrètement souscrit une assurance vie à mon bénéfice, morbide restitution s'il ne survivait pas aux conséquences. Le cœur de la lettre était une directive. Vérifie les câbles de suspension, papa. La charge est toujours la plus lourde aux ancrages. Assis à mon établi, les mains enfin nettes, je murmurais à la pièce vide. Il parlait encore en plan. J'ai compris. Malgré mes genoux, je suis monté au grenier et j'ai retrouvé le modèle de pont cassé, mis de côté des années auparavant. Dans le boîtier en balsa du point d'ancrage principal, une petite clé USB noire était solidement scotchée au cadre. Elle contenait les sauvegardes physiques des documents frauduleux que Jasmine n'avait pu détruire, la dernière preuve que le réseau secondaire de maître Sylvia Dupont aurait tout fait pour récupérer. J'ai sécurisé la clé et suis descendu. Alors que la lumière du soir déclinait, projetant de longues ombres paisibles sur les comptoirs de granit, j'ai installé mon ordinateur portable. La lueur bleutée de l'écran se reflétait dans la fenêtre au lancement de l'appel vidéo. Pour la première fois depuis une éternité, la conversation ne tournait ni autour de toxines ni de manœuvres légales. Léanie est apparue, le visage détendu, suivi de Marigold sautant dans le cadre. « Papy, j'ai utilisé une double ferme pour le pont en cure-dent en science. » Il a tenu 10 livres. Une vague de chaleur authentique, celle qui répare les fractures de l'âme, m'a envahi. 10 livres, un pont en cure-dent, le plus beau calcul depuis des années. Tu te souviens? Les triangles sont la forme la plus solide de la nature. Nous avons parlé de son école et des recherches de Léanie. Puis Léanie a fait une dernière révélation. Elle avait été officiellement nommée consultante spéciale auprès du groupe de travail du FBI sur l'abus de faiblesse. Notre tragédie était devenue sa croisade professionnelle. En fermant l'ordinateur, la maison est devenue silencieuse. Non pas le silence étouffant d'un piège, mais la quiétude d'un projet achevé. Le rire aigu et excité de Marigold semblait encore résonner dans les chevrons. Puis j'ai baissé les yeux. Sur le comptoir de la cuisine, sous la faible lumière de l'horloge du four, une unique clé en laiton inconnue.
Elle n'était pas là au début de l'appel, son poids métallique froid promettant une dernière serrure à tourner. J'ai ramassé la clé, le laiton frais contre ma paume. Elle n'appartenait à aucune serrure de cette maison. Je n'ai pas appelé la police. J'ai reconnu la morsure du barillet, une gâche de sécurité sur mesure que Patricia et moi avions installée sur un coffre-fort, intouché depuis l'année du diplôme des enfants. Elle était apparue sur mon comptoir, non par magie ou intrusion, mais par un mécanisme juridique silencieux. L'ancien avocat de Patricia l'avait envoyée avec un avis formel, selon des instructions de ne libérer la clé que si je demandais un audit complet de ma compétence mentale. C'était son ultime filet de sécurité, un fantôme guidant ma main. Le lendemain, je me suis rendu à la banque. L'odeur métallique et lourde du coffre-fort m'a accueilli comme une vieille amie. Alors que l'employé tournait la clé secondaire et se retirait, j'ai tiré le plateau d'acier dans la salle de consultation. À l'intérieur, une série de lettres manuscrites sur du papier jauni et craquant. Patricia avait décelé les failles de notre fils des décennies auparavant. Ses tendances au jeu, sa façon de considérer notre héritage comme une récolte plutôt qu'un jardin. Elle avait établi un registre de contingence à trouver si elle devenait la partenaire silencieuse de notre mariage. « Paul, si tu lis ceci, les fondations ont bougé », lisait son écriture familière. « Fais confiance à tes yeux, pas à ton cœur. » J'ai tracé l'encre du doigt, une boule dans ma gorge. « Tu as toujours été la meilleure ingénieure, Trish. Tu as vu les fissures de contrainte avant même que le pont ne soit construit. » Le registre contenait les documents de fiducie originaux et inaltérés, garantissant que, quelles que soient les ruses numériques, la vérité physique restait ancrée. Un héritage est comme un pont suspendu. Il exige une tension constante entre le passé et le futur pour empêcher le présent de s'effondrer dans le gouffre. Je réalisais que ma survie n'était pas seulement un triomphe de la raison sur la malice, mais l'aboutissement d'un partenariat que même la mort n'avait pu dissoudre. Un mois plus tard, la maison n'était plus une scène de crime, mais un centre de commandement. Assis à mon bureau, la lueur chaude et constante de la lampe repoussant le crépuscule, je travaillais avec Janet et Léanie sur une proposition législative. Nous l'avons nommée la loi Patricia, une refonte structurelle exigeant des audits indépendants pour chaque tutelle privée. « Nous ne changeons pas seulement une loi, Janet », dis-je en écoutant le cliquetis régulier du clavier. Nous installons une soupape de sécurité pour chaque personne âgée de l'État. Chaque fois que j'ouvrais le dossier de mes mémoires, cette boîte noire de l'héritage, je me demandais si j'aurais eu le courage d'enregistrer la trahison de mon propre fils si c'était le seul moyen de sauver la fille qu'il utilisait comme bouclier. Le projet avait pris un tour inattendu quand l'agent Vance m'informa que mes enregistrements avaient été assignés. Ils servaient non pas de preuve d'un crime, mais de matériel pédagogique pour former de nouveaux agents à la psychologie de la fraude prédatrice. J'étais devenu un expert national de la corruption qui avait failli me consumer. Je regardais la dernière page du registre de Patricia et vis un petit triangle dessiné à la main, la forme la plus solide de la nature. Je réalisais que si mon fils avait échoué au test de résistance, la famille Dubois n'avait jamais été aussi solide. Je rajustais ma cravate dans le reflet d'une fenêtre, notant que si les lignes de mon visage s'étaient creusées en une topographie permanente de survie, mes mains étaient aussi fermes qu'un socle de granit. 5 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où le nom Dubois avait été traîné dans la boue. 5 ans que j'avais consacrés à bâtir un bouclier législatif pour d'autres, grâce à la loi Patricia. J'entrais dans la salle d'audience, l'air lourd de l'odeur de cire et de café industriel rassis. Léanie était déjà là, son expression mêlant détermination professionnelle et inquiétude filiale. « Papa, tu n'es pas obligé de le soutenir », murmura-t-elle alors que je m'asseyais à ses côtés. Les preuves de l'empoisonnement sont toujours à son dossier. Je baissais les yeux sur la texture sèche et parcheminée de ma déclaration d'impact. Je ne suis pas là pour le soutenir, Léanie, je suis là pour inspecter les réparations. Avant que le conseil ne se réunisse, l'agent Vance m'avait pris à part pour partager une découverte qui modifia mon calcul interne.
Antoine finançait anonymement un fonds de restitution pour les victimes d'abus de faiblesse avec le maigre salaire qu'il gagnait à la bibliothèque de la prison. C'était un petit détail, mais dans l'ingénierie d'une âme humaine, de petites corrections peuvent te signaler un changement total de capacité de charge. Je relus mes notes, luttant avec les calculs du cœur d'un père. Quelle quantité de miséricorde une structure peut-elle supporter avant de compromettre la sécurité de l'ensemble du système? Le pardon n'est pas un sentiment, c'est un renforcement structurel. On ne le fait pas parce que le matériau le mérite, mais pour que le pont ne s'effondre pas sous le poids de sa propre rouille. Le lourd cliquetis des chaînes aux chevilles annonça son arrivée. Antoine fut introduit, dépouillé de ses costumes coûteux et de l'ego démesuré qu'il avait autrefois défini. La lumière fluorescente se reflétait sur ses cheveux clairsemés et les angles vifs d'un visage qui avait connu l'intérieur d'une cellule pendant 1800 jours. Il ne ressemblait plus à un promoteur. Il ressemblait à un homme qui avait enfin rencontré une charge qu'il ne pouvait pas contourner. Alors qu'il commençait à parler, je cherchais les signes habituels. Les yeux fuyants, le charme prédateur, mais ils étaient absents. Il offrit une analyse calme et technique de ses propres échecs, sans les excuses habituelles. J'ai passé ma vie à essayer de contourner les exigences de charge d'une famille, dit-il, sa voix basse et dénuée de théâtralité. Je comprends maintenant pourquoi la structure s'est effondrée. Il me regarda dans les yeux. Pour la première fois en 30 ans, il n'y avait pas de calcul dans son regard, seulement la vérité brute, non polie. Le président du conseil se tourna vers moi. « Monsieur Dubois, croyez-vous que votre fils représente un danger pour le public ou pour lui-même » Avant que je ne puisse répondre, Antoine parla une dernière fois, révélant qu'il avait demandé une libération conditionnelle vers un foyer de réinsertion dans un autre département. Il ne voulait ni de l'héritage ni du confort de Lyon. Il voulait s'assurer de ne plus jamais devenir un point de tension pour Marigold. C'était un acte d'éloignement final qui ressemblait plus à un sacrifice qu'à une trahison. La pièce tomba dans un silence absolu et pesant, tandis que le conseil attendait ma réponse. Je regardais le conseil, puis Antoine, l'homme qui avait tenté d'effacer mon esprit. Je pris une longue inspiration. Je crois que mon fils est capable de supporter sa propre charge, à condition qu'on ne lui permette plus jamais de reporter cette charge sur les autres. Je soutiens sa libération conditionnelle. La décision la plus difficile de ma vie n'était pas de l'avoir piégé, c'était de le laisser partir vers une chance qu'il n'avait pas méritée, mais dont il avait peut-être besoin pour ne pas emporter avec lui le dernier fragment de ce qu'il avait été. Le stade était une mer de toges noires et de tocs. L'ingénieur en moi calculait le poids de 10 000 futurs reposant sur les gradins de béton. J'étais au premier rang, invité d'honneur. L'odeur de l'herbe coupée et du pop-corn flottait dans la chaleur de l'après-midi. Je regardais Marigold traverser la scène pour recevoir son diplôme d'ingénieur structurel. Sa démarche confiante, dans sa lourde toge de soie, rappelait Patricia. 10 ans s'étaient écoulés depuis le procès, 10 ans à reconstruire et à voir le triomphe de la loi Patricia. La vibration fantôme des mois d'empoisonnement avait disparu, laissant place à une paix sereine. Au centre de la scène, Marigold me regarda et tapota sa tête, notre signal secret d'intégrité, une promesse tenue. C'est la plus solide portée que nous ayons jamais construite, murmura Léanie, me serrant la main. Je secouai la tête, mes yeux sur ma petite fille. Non, Léanie, elle s'est construite elle-même. Nous n'avons fait que fournir la base. Le temps est l'ultime test de résistance. Il ne cache pas les fissures. Il prouve lesquelles étaient fatales et lesquelles pouvaient être réparées avec honnêteté. Le rugissement de 10 000 personnes emplit l'espace. La cérémonie terminée, mes capteurs internes perçurent un mouvement au loin. Dans la dernière rangée des gradins supérieurs, une silhouette solitaire se découpait sur le ciel. Antoine. Grisonnant, émacié, il respectait les termes de sa libération conditionnelle. « C'est lui »
demanda Léanie, la voix tendue. « Oui, répondis-je, calme et analytique. Il n'a manqué aucune étape, il sait juste qu'il ne doit pas franchir la ligne. » Il ne fit pas de signe, ne sourit pas, se tenant là comme une ombre. Nous échangeâmes un long regard à travers le stade, reconnaissance silencieuse de la dette payée et du pont qui, bien que non traversable, se dresse comme un avertissement de ce qui arrive lorsque la logique du cœur est ignorée. Alors que Marigold se frayait un chemin vers nous, je remarquai sa toque décorée d'un petit triangle en balsa, la forme la plus solide de la nature. Léanie nous rejoignit avec un exemplaire de mes mémoires, la boîte noire de l'héritage. Ce lieu, ce jour, deviendrait un sanctuaire dans ma mémoire, le passage réussi au-delà de la division. Je les conduisis ensuite au sous-sol de la maison, où les faux murs de ma vie avaient été érigés. Je plaçai l'enregistreur numérique original dans un coffre blindé encastré dans les fondations. Le clic sec de la porte scella son destin. Ce n'était plus une arme, mais une pierre angulaire. De retour à mon bureau quelques jours plus tard, je reçus une lettre. La loi Patricia était adoptée comme norme fédérale, son nom synonyme de protection des vulnérables. Je regardais le jardin. Patricia aimait ce ciel crépusculaire, d'un violet profond. Les grillons chantaient et je sentis le battement calme de mon cœur. Les derniers fantômes chimiques s'évanouissaient, ne laissant que le parfum frais du cèdre et la certitude inébranlable de mon esprit. Le pont était solide, la charge équilibrée. J'étais chez moi. Dans le jardin de Patricia, ma maison restaurée était désormais un refuge pour des survivants. L'air sentait le cèdre et les feuilles d'automne, annonçant une nouvelle croissance. Je sortis de ma veste une copie pliée de la loi Patricia, son sceau fédéral doré. Plus légère qu'un plan, elle portait la solidité de 1000 familles sauvées. Je pensais à l'enregistreur, scellé dans le coffre du sous-sol, une boîte noire ayant documenté mon chapitre le plus sombre pour que d'autres l'évitent. Le jardin était silencieux. Je m'assis sur le banc de bois que Patricia avait choisi, gravé des mots, fondation solide, amour durable. Je caressais les lettres usées. L'amour sans vigilance n'est qu'une structure attendant de s'effondrer. Et la vigilance sans amour n'est qu'un bunker vide. Si vous écoutez mon histoire, sachez que ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui. Le poison ne vient pas toujours en flacon, mais parfois enveloppé de sollicitude par ceux censés vous protéger. 3 principes d'ingénierie s'appliquent à votre vie financière. Ne signez jamais seul. Exigez 2 signatures indépendantes sur tout document financier majeur d'un avocat de votre choix et d'un conseiller financier qui vous connaît depuis au moins 10 ans. Toute hésitation face à cette demande est un signal d'alerte. Un pont ne cède pas à cause d'un boulon faible, mais parce que personne n'a vérifié les boulons. Votre esprit est votre fondation. Si l'on vous dit que vous perdez vos facultés, obtenez un 2e avis médical d'un médecin de votre choix. Insistez sur un bilan toxicologique complet si vous subissez des changements cognitifs soudains, surtout après de nouveaux compléments alimentaires. J'avais 70 ans et j'étais lucide. J'ai failli échouer en croyant le brouillard lié au vieillissement naturel. Ce n'était pas le cas. Aimez votre famille, mais vérifiez leur respect. Un enfant qui vous voit comme un héritage à liquider ne vous verra jamais comme une personne. Surveillez les signes, demande d'argent croissante, intérêt soudain pour votre succession, offre pressée de simplifier vos finances. Le véritable amour n'a pas de date limite de 2 semaines. Le véritable soin ne vient pas avec des documents pré-notariés. Je regardais la maison, ses fenêtres brillant chaleureusement dans le crépuscule. Léanie révisait des dossiers, Marigold concevait des ponts. Et dans un foyer de réinsertion dans un autre département, mon fils apprenait que les raccourcis en intégrité structurelle mènent toujours à l'effondrement. La portée était solide, le fardeau était équilibré et j'étais enfin chez moi. Un héritage n'est pas un compte bancaire, mais le savoir transmis, les systèmes renforcés et les personnes protégées.
Si mon récit épargne à ne serait-ce qu'une personne d'avaler cette première capsule ou de signer un document frauduleux, alors chaque instant de mon cauchemar aura eu son sens. Je me levai du banc, ressentant la satisfaction d'une vie pleinement vécue. Je marchais vers la maison, vers la lumière, vers la quiétude d'un projet achevé. Derrière moi, le jardin s'apaisait dans le crépuscule, les grillons chantant leur mélodie de résilience. La boîte noire était scellée, le pont tenait bon, et la nouvelle génération savait lire les plans. En repensant à tout, je réalisais que ce n'était pas seulement une question d'argent ou de trahison, mais d'aveuglement. J'avais fait confiance trop facilement, ignorant les premiers signes d'alerte, persuadé que l'amour familial ne pouvait se transformer en calcul. Si cette histoire enseigne quelque chose, c'est de ne jamais laisser la loyauté remplacer la vigilance. Même en famille, la confiance doit s'accompagner de prudence. Le plus difficile n'a pas été la perte d'argent, mais de réaliser à quel point j'avais failli perdre la raison. Certains parlent de revanche paternelle, mais la vérité est autre. La vraie revanche paternelle n'était ni rage ni punition. Pour moi, c'était protéger la génération suivante et refuser que la cupidité détruise l'avenir de ma petite fille. La justice comptait, mais la sagesse primait sur la colère. De cette épreuve, je retiens une seule question à poser à ceux qui vous entourent. Agissent-ils dans votre intérêt ou dans le leur? Protégez votre indépendance et ne renoncez jamais au contrôle de votre vie pour une paix temporaire. Je crois sincèrement que cette épreuve m'a été donnée pour que d'autres reconnaissent le danger avant qu'il ne soit trop tard. Son histoire est un appel à la vigilance, une leçon de vie pour ne pas tomber dans les pièges de la cupidité. Que feriez-vous face à une telle trahison familiale? Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.